Salut à tous et bienvenue sur Valépel Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très bien aujourd'hui parce que on s'occupe de répondre à la question quel est mon TCG parfait? Quel est le TCG qui me conviendrait parfaitement? On va se servir pour ça, pour répondre à cette question du quiz fait par les joueurs du dimanche. Merci beaucoup à eux, ça régale. Qui, je crois, est disponible pour tout le monde. Si c'est le cas, je vous le mettrai en commentaire. S'il n'y a rien en commentaire, c'est que c'est pas le cas. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va s'atteler à répondre aux 40 questions, une quarantaine de questions, un truc comme ça. Comme vous pouvez le voir, par exemple, nombre de cartes minimum dans un deck, nombre d'exemplaires. Je vais dans un petit tableau qui est à côté, que je ne vous affiche pas parce que c'est pas pratique et que c'est pas beau. Les TCG, et je vais mettre un point par TCG à chaque fois que je valide une réponse qui concerne le ou les TCG. Par exemple, si je dis 30 pour Hearthstone, eh ben Hearthstone prend un petit point. Et le vrai but, c'est de voir avec mes réflexions, etc., comment je vais designer mon TCG, enfin mon TCG parfait. Et on pourra voir à la fin, grâce au tableau à côté, les TCG dont lequel je suis le plus proche. Typiquement, il y aura peut-être beaucoup de points en Magic et Altered. Bah, du coup, les TCG dont lequel je suis le plus proche, vu que mon TCG parfait n'existe pas, certainement. Du coup, ce sera mes jeux de cœur Magic Altered, par exemple. Ou alors, je peux découvrir qu'en fait, Pokémon et Runeterra me correspondent parfaitement en tant que joueur. Et ça, ce serait fou. Voilà, mais bon, ça c'est un petit plus. Le vrai but, en tout cas, ce qui me plaît le plus dans ce quiz, c'est de voir comment on designerait mon TCG parfait, quoi. Du coup, avant ça, pardon, petit pouce bleu, anticipation de confiance, on s'abonne et on met un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vos goûts sont proches ou pas des miens. Vous faites ce que vous voulez, mais si on a les mêmes goûts, contactez-moi, on disait un TCG ensemble, comme ça on se régale entre fans de ce TCG parfait qui n'existe pas. Si vous faites tout ça, vous rentrez dans la ronde pour gagner potentiellement un booster totalement offert. Ce sera un booster Magic, à défaut d'eux, parce que le booster TCG parfait n'existe pas encore. Ce sera un booster Magic de Skmond offert par la belle carte, notre société avec Val et Baptiste. N'hésitez pas à faire un tour sur justement notre site labellecarte.fr pour faire des petits achats TCG. Ou bien à passer sur Vox, code labellecarte pour avoir 10 € de réduction sur votre premier achat. Ça vous régale, ça nous soutient quand vous utilisez le code et surtout ça vous donne 10 €, donc ça fait plaisir. Merci Ultimate Guard également. Après on part sur la vidéo, mais de toute façon elle est très longue, donc voilà, vous avez pris le temps, vous avez sûrement déjà passé. Merci Ultimate Guard pour le soutien. Si vous passez par le lien d'affiliation, Ultimate Guard dans la description, vous êtes sur leur site, vous faites vos achats et ça nous soutient directement pendant que je vais baisser la musique que vous n'entendez pas YouTube, mais que moi j'entends qui est très forte. Donc voilà, merci à Ultimate Guard, merci à vous pour nous soutenir. On est parti avec ça. Nombre de cartes minimum dans un deck. Combien de cartes au minimum doit contenir un deck? Plus il y a de cartes, plus les parties feront sujet au facteur aléatoire de la pioche, évidemment. Et en même temps, plus ça permet d'avoir de cartes différentes. Parce que en fait, c'est deux questions en une pour moi. C'est combien de cartes minimum et combien d'exemplaires qui est la deuxième carte. Et je crois que combien d'exemplaires, c'est une carte à laquelle on doit répondre d'abord. Enfin, ça dépend ce que vous préférez, mais... il n'y a pas de Digimon dans le quiz, effectivement. Si tu mets 30 cartes comme Hearthstone et que tu mets 4 cartes comme Magic, ça veut dire que tu auras très peu de cartes différentes. Tu vas pouvoir maximiser ton deck et faire la même chose tout le temps. Alors que si tu mets à l'inverse 100 cartes et une seule carte, tu as des games très aléatoires. Donc le facteur de pioche, forcément, si tu en as moins t'as de cartes, plus tu vas faire les mêmes choses. Et en même temps, je suis pas très bon en stats précises, mais est-ce que des cartes en un exemplaire, mais 30 différentes dans Hearthstone, c'est pas plus aléatoire que des cartes en 3 exemplaires, mais t'en as 40? T'as moins de cartes différentes, tu vois. Je ne sais pas. S'il y a des statisticiens pro dans le chat, n'hésitez pas à me répondre. Pour avoir joué à des TCG, 50 cartes, c'est bien cool. Vous pouvez faire le quiz en même temps que moi, pour le coup. Si jamais ça vous intéresse. Merci pour le sub The Flow, salut à toi, merci à Siniliot, pour le Prime Gaming aussi. Donc, en termes de taille de deck, je vais juste réfléchir comme ça pour la première question, en termes de taille de deck. 100, c'est cool, c'est divertissant, mais c'est un peu relou, je trouve, surtout quand tu fetch et tout, quand tu vas chercher dans ta bibliothèque. Et pour mélanger, j'ai pas des très grandes mains, donc relou. Même si là, elles vous paraissent géantes, avec l'effet de profondeur. Je pense que 30, c'est trop peu, c'est vraiment des petits decks, c'est pas satisfaisant. 40, c'est cool. 40, tu fais des trucs
assez redondant quand même. Mais je préfère Team 50 ou 60. Maintenant, il faut choisir 50 ou 60. 40, c'est top. 40, c'est pas mal aussi, mais 60, je trouve que la taille d'un deck 60, regardez, je vous prends un deck 60 là de l'Orcana, c'est quand même. C'est une belle taille, vous voyez. Vous avez quand même un deck. Vous faites des trucs. Il se passe des choses. Je pense que je vais dire. Ah, mais One Piece, c'est aussi pas mal. Hein. Sachant que j'ai du double sleeve là. Peut-être que c'est un poil trop, exactement, quand j'y ben. On va partir sur 50. Du coup, là, je dois mettre un point à Star Wars. Non, attendez, je vais mettre ça. Star Wars, Dragon Ball Fusion, One Piece. Quel TCG aussi à 50 cartes? C'est tout, je crois. Rise, je sais plus. Je crois que c'est. Je crois que c'est 50 aussi, Rise, non? Il me semble que c'est 50 cartes, Rise. TBS 50. Force of Will et Keyforge, j'en ai aucune idée. Oui, il va me gaver ce tableau, je crois que je vais pas le faire. Du draft, quand tu sais pas quoi retirer, 50 c'est pas mal, exactement. Rise c'est 50, ouais, il me semble bien. Ok. Deuxième question, nombre d'exemplaires d'une même carte au maximum. Plus il y a d'exemplaires d'une même carte, plus vous avez de chances de la piocher. C'est ce qui va rendre les parties plus ou moins similaires et stables. Vu qu'on a pris 50, j'ai pas envie de faire du x1, parce que c'est quand même très random, même si le x1 est très plaisant, je trouve, pour des jeux comme le DH, comme Marvel Snap. Marvel Snap a très peu de cartes, c'est pour ça qu'il y a du x1. S'il y avait du x2 dans Marvel Snap, ça n'aurait aucun sens, parce qu'il n'y a que 12 cartes dans un deck. Pour 50, si on veut conserver une bonne part, une part d'aléatoire décente, 3 c'est le bon nombre. 1 et 2 ça va être full random. 2 c'est pas très intéressant, je trouve. Et 4, One Piece c'est 50 cartes, enfin c'est 49 plus 1 avec 4 cartes, et les decks sont très redondants. Et ça te permet en fait avec ça de jouer avec peu de cartes par exemple en main de départ, et que tu puisses mettre en place des stratégies. Donc 4, j'avoue que c'est très plaisant. Et en même temps, c'est plus chiant de récupérer 4 cartes que 3 pour financièrement. Donc je crois que j'aimerais bien 3. Si j'y vis 50 par 3, ça me fait combien de cartes différentes minimum? Ça me fait 13 cartes différentes. 30 over 3, 9, 39. Non, ça fait plus, ça fait 15 à 16 cartes différentes. Et si c'est 4, c'est 12 cartes. Non, c'est 13 cartes différentes à 4. 13 cartes différentes à 4 ou 16. La diff est pas énorme. Je pense que 3, c'est pas mal. Entre 3 et 4, on va 3 et demi, je dirais. Du coup, là, 3, je fais gagner un point à Star Wars. Flesh and Blood. Ils n'y sont pas tous. Altered. Yu-Gi-Oh! C'est vrai que c'est 1x3 Yu-Gi-Oh! Pas Lorcana, pas Hearthstone, pas Poké, pas Mindbug. Pas Snap, Runeterra, non, c'est du x2, je crois. Il y est pas là dans la réponse. Epic. Epic, Force of Will, Keyforge, je n'ai aucune idée, donc c'est très peu pertinent. Bon, je sais pas, on s'en fout. Limite de couleurs dans le deck building. Une grande majorité des TCG utilisent un système de couleurs ou de classes. Comment utilisez-vous ces couleurs pour militer le deck building? Ok, ouais, donc dans Flesh and Blood, par exemple, il considère que c'est une seule couleur parce que dans Flesh and Blood, c'est bizarre parce que t'as la classe qui t'oblige à jouer que les cartes d'une classe, mais en même temps, tu peux avoir aussi les cartes génériques et tu peux avoir les cartes de spécialisation. Donc au fait, t'as pas qu'une seule couleur, techniquement, t'en as une et demie, voire deux à Fab. Mais t'as qu'une seule classe pour l'instant.
Je trouve que si t'as. Soit t'as toutes tes cartes jouables, genre comme Yu-Gi-Oh! Et Mindbug, pas de différence. Et c'est les synergies qui vont créer des trucs. Et j'aime beaucoup le système quand même de couleurs ou d'encre ou peu importe, ou de mana. Pour séparer, en fait, ça te permet de concentrer sur des trucs et de donner des identités propres. Pas de limite de couleur dans les building. Et du coup, ça s'accompagne d'un prix quand même. Star Wars, par exemple, t'as pas de limite de couleur, mais tu vas être taxé sur tes spells. Pokémon, c'est juste free, tu fais ce que tu veux. Quand bien même, tu dois pas avoir des Pokémon de tous les types différents, parce que généralement, tes stratégies te demandent d'avoir des cartes par rapport à un type ou deux. Pas tout le temps, hein, mais certains decks, oui. Et Magic, bah, plus t'as de couleurs, plus la mana base, elle prend cher, mais il y a des formats où ça ne pose aucun problème. Je trouve que 2 couleurs, c'est bien. Ça te demande de choisir. Et comme disait un grand sage, je crois que c'est Richard Garfield, si t'as la sensation qu'il te manque un petit truc dans un jeu, c'est que c'est un bon jeu. Et quand dans l'Orcana, t'as la sensation qu'il te manque le droit à une petite troisième couleur là pour faire des petits trucs sympas, ah, c'est que c'est bien fait. Donc je vais dire ça. Et qu'est-ce qui limite à 2? Donc on a l'Orcana, qui m'a écrit l'Orcana. Non, ne m'écris pas l'Orcana, mais Google Sheet, c'est hyper chiant en fait. Ça écrit à ta place. Alter, c'est que 1. J'ai envie de dire Fab, même si là le questionnaire dit que non. Fab, techniquement, ça te limite à 2, quoi. Hearthstone, non. Runeterra, du coup, t'es limité à 2, ok. One Piece, t'es limité par ton leader. Donc des fois c'est 1, des fois c'est 2. Le tableau s'y prête pas trop. Vous pensez que je continue quand même le tableau ou pas, le chat? Parce qu'il y a des TCG qui n'auront pas de points alors qu'ils pourraient. Genre là, la limite de couleur. Typiquement, One Piece, il prend pas de points parce que il ne correspond à aucune des cases. One Piece limite dans les couleurs à 1 ou 2, mais ça dépend de ton leader. Je pense que je mets un point à One Piece quand même. Altered Sam, il y a des cartes splash, c'est pas mal. Ouais, tu vois, donc typiquement, ça cheat un peu là-dessus, quoi. Ce tableau, il sert à voir combien de points je donne à chaque TCG et à la fin, voir lequel je suis le plus proche. En fait, ça fait perdre beaucoup de temps, quoi, et j'ai envie de plutôt enchaîner sur les questions. Utilisation d'un side deck réserve. Le side deck permet de changer quelques cartes dans son deck, ce qui permet d'adapter son deck à celui de l'adversaire, généralement entre deux manches, mais parfois même avant le début de match, comme Flesh and Blood par exemple, puisque c'est du BO1. Est-ce qu'on veut un side pour modifier son deck? Alors en termes de compétition, de compétitivité, c'est, je pense, objectivement oui. Pour un side, obliger les gens de ne pas s'adapter à ce que fait l'adversaire et de devoir avoir des match-ups forcément pas bons. Pas forcément. Si, parce que si t'as pas de mauvais match-up, ça veut dire que c'est le meilleur deck et qu'il n'a rien à foutre là. Donc je pense qu'en termes de compétition, il faut un side. Par contre, dans le design de ton jeu, tu peux faire un système où les couleurs, les classes, peu importe, vont se manger un peu en forme de cercle ou de triangle ou peu importe, ou de pentacle, enfin bref. Ce qui fait que tu as moins besoin de side, que tu peux avoir des stratégies, si tu n'as pas de side, qui peuvent être très puissantes, mais dès que les adversaires vont tecker un peu contre, sont contrecarrés, et ce qui fait bouger naturellement ta méta. Un side, ça ancre beaucoup plus ta méta dans le temps. Enfin, ça le fait beaucoup plus durer. Par exemple, naturellement, tout le monde joue imaginons dans Magic, tout le monde joue des artefacts qui gèrent le cimetière parce que c'est des bonnes cartes de side et qu'il y a un deck cimetière, et qu'il y a plein de decks qui utilisent le cimetière un peu par ricochet et qu'il y a un deck qui ne gagne qu'avec son cimetière. Dans ce cas-là, comme tout le monde a un side et c'est gratuit d'avoir quelques cartes pour exiler des cartes du cimetière, bah ça va coûter à tous les decks cimetières et ça veut dire que les decks cimetières ne peuvent pas vraiment exister. Alors que quand tu n'as pas de side et que personne ne gère ton cimetière, tu peux créer ton deck cimetière. Il est très fort, les gens ont du mal à disrupter, du coup les gens sont obligés de s'adapter et jouer des trucs main deck qui vont le gérer, mais du coup quand tout le monde s'adapte, bah, ce deck là il est mis à mal, voire il n'est plus jouable parce que tout le monde justement le prend en chasse, parce que c'est devenu le meilleur deck, mais du coup les decks qui étaient prédatés par celui-là,
ils peuvent s'épanouir et venir taquiner la belette aux decks qui se sont adaptés contre lui. Et du coup, lui peut subsister parce qu'il va quand même prédater les decks qui prédatent. Vous voyez? Donc je trouve que le fait qu'il n'y ait pas de side, déjà c'est moins cher pour acheter un deck. Et c'est une dimension très complexe et très profonde des jeux qui permet à plus de gens de jouer un jeu. Donc je pense que je dirais non pour le side. Parce que pas avoir de side crée aussi de la surprise. Effectivement. Mais compétitivement, je suis d'accord qu'un side, il n'y a rien de mieux pour améliorer le côté compétitif de ton jeu. Plus de decks non méta. Ça permet aussi un petit peu plus ça, ouais. Donc là, vu que j'ai dit non, c'est un point à l'Orcana. C'est un point à Pokémon. C'est un point à Mindbug. C'est un point à Magic en EDH. C'est un point à Hearthstone. C'est un point à Altered. C'est un point à DB. C'est un point à One Piece. Ok. Extra deck. Ah! Un extra deck. Ça permet d'avoir des cartes qui ne seront pas piochées durant la partie. Ce sont en général des cartes que l'on va devoir mériter en utilisant les effets des cartes classiques dans notre deck ou bien en faisant une fusion par exemple dans Yu-Gi-Oh! Eh ben écoutez, même argument que le side, ça fait acheter des cartes en plus, etc. Mais je trouve que l'extra deck, il pourrait être vachement mieux utilisé dans plein de cas. Et vu qu'il compte entre guillemets en ton deck building, pour moi l'extra deck, je vais vous dire ce que c'est. Et je vais vous dire pourquoi je vais mettre oui. Même si ne pas avoir d'extra deck, en fait, c'est bizarre ma réponse, mais je vais dire oui dans le doute. L'extra deck pour moi, ça devrait être obligatoire dans tous les jeux qui te demandent d'utiliser des cartes qui ne sont pas tes cartes. Magic crée des jetons. Et bien pour moi, les jetons créés dans Magic devraient être obligatoires et dans un extra deck. Pour la lisibilité. Alors, tu changes évidemment la façon d'obtenir ces cartes parce que là, un jeton aléatoire dans tes boosters, c'est hyper chiant. Mais juste, imaginez en pratique, votre extra deck doit être composé des jetons que vous pouvez créer ou faire créer à votre adversaire. Et du coup, en fait, c'est pas dans ton deck, c'est dans ton matériel de jeu. Sauf qu'il n'est pas obligatoire le matériel de jeu Magic. Vous n'avez pas besoin de dés, vous n'avez pas besoin de ça. On vous demande rien. On vous demande simplement d'avoir une façon de traquer vos points de vie de façon lisible. Donc, non, les cartes de récompense, c'est pas de l'extra deck parce que c'est des cartes de ton deck que tu mets à côté. Du coup, pour moi, comme alterne avec les jetons, c'est des petits jetons que tu mets, etc. Donc ce ne sont pas des cartes, donc ça ne s'appellerait pas un deck, mais c'est un peu dans ce style-là, The Flow, effectivement. Donc pour moi, ça devrait être obligatoire dans les jeux. Et imaginons que du coup, tu aies des jetons à créer et des cartes qui se fusionnent comme de Yu-Gi-Oh! Ton extra deck te permet de ne pas avoir à avoir les deux cartes et de piocher ta carte qui se fusionne pour faire l'effet. Mais du coup, la synergie ou la combo que tu mets en place, tu as une partie en fait qui ne sert à rien si tu n'as pas les autres. Et ben tu l'as à côté. Donc en fait, tu jouerais. Imaginez dans Magic par exemple, vous jouez deux cartes qui combo avec une troisième. Mais la troisième, elle est nulle si vous n'avez pas les deux premières. Et ben l'extra deck vous permet de ne jouer que les bonnes cartes. Et du coup, quand vous les assemblez, vous permet de débloquer l'autre. Et évidemment, vous baissez le power level, comme ça, des combos et tout. Mais même si les combos, les gens adorent, ça fait des patterns de play qui peuvent être frustrants. Ce qui est intéressant, c'est pas la combo qui va mettre fin à la game, c'est la game qui joue avant. Et du coup, si tu as des cartes qui combo qui sont un peu moins fortes, mais qui sont quand même intéressantes, ça fait une game. Et au moment où c'est assemblé, ça peut faire une combo, pas forcément létale, mais juste une combo puissante. T'as pas le fist bad de j'ai pas pu assembler tout. Donc pour moi, c'est extra deck, c'est oui. Et il n'y a que Yu-Gi-Oh! Qui utilise ça. Même si je comprends très bien que ça peut être relou, quoi. Elle m'a dit que tu prends un sleeve retourné avec un dé. Exactement, et c'est dégueulasse. Genre, je comprends, tu vois, mais mes adversaires, des fois, qui disent alors ça, c'est le sleeve vert vide, c'est mes indices. Ça, c'est le sleeve rouge vide, c'est mes trésors. Et ça, ce dé-là qui est à côté, c'est mes tokens 100. Et celui-là, je l'ai un peu engagé, c'est mon token qui a attaqué. Des fois, t'es pris au dépourvu ou quoi, ou par exemple en limité, voilà, tu fais avec ce que t'as. Mais genre quand c'est déconstruit, ne pas avoir au moins un petit bout de papier avec écrit ce que c'est, parce que tu sais à l'avance les tokens que tu vas créer. Si on te prête pas un deck, tu vois.
Voilà, ou alors les multi-tokens Ultimate Guard. Dans tout, quand j'arrive pas à avoir le bon token, petit placement de produit, et ben j'utilise ça moi. Ça, je dessine, et des fois même, quand je vais m'en servir, je prends un marqueur indélébile et je le mets dessus, comme ça j'ai mon token. Là par exemple, c'était un dragon vol-prousse 4-4. Il a pas la prouesse, hein, il a la prousse. Bref, voilà, c'était mon petit pamphlet sur l'extra deck et les tokens. Faut-il des accessoires pour jouer? Dans l'alter des Star Wars, par exemple, vous avez besoin de jetons pour certains effets. Certains préfèrent le minimalisme d'un jeu où seules les cartes sont nécessaires, et vous, pas d'accessoires du tout. Accessoires préférés pour la lisibilité. Accessoires nécessaires. Je pense qu'il ne faut pas d'accessoires. C'est tellement agréable d'avoir un jeu sans accessoires. C'est tellement fluide et tout que d'ailleurs pas d'accessoires du tout pour l'Orcana, c'est un peu faux parce que et pour Pokémon, puisque il faut traquer les dégâts pour l'Orcana et pour Pokémon. Euh, je pense que ça te limite dans le game design d'avoir des accessoires, d'avoir aucun accessoire. Mais si tu es capable de faire un jeu sans accessoires, c'est mieux. Donc moi, si je designais un jeu, ce serait accessoire préférable pour la lisibilité, mais pas obligatoire. Si par contre, donc style des dés, etc. Si par contre je joue à un jeu qui est déjà fait, je demanderai pas d'accessoires du tout. C'est mon TCG parfait, évidemment. C'est pas une clause obligatoire, mais je dirais c'est parfait. Et du coup, Dragon Ball, il prend un petit point. Flesh and Blood, c'est vrai que tu traques pas grand chose à Flesh and... Ah si, tu traques quand même où en sont tes équipements et tout. En vrai, Flesh and Blood, il rentre pas là-dedans pour moi. Les blessures de tes équipements, il faut mettre des dés dessus pour... Les dés, je compte ça comme des accessoires, on est d'accord les gars. Euh... Dans Yu-Gi-Oh! Il fait un tracker de HP sinon t'es finito. Non, mais pour traquer la condition de victoire, les points de vie, ça rentre pas en compte parce qu'en fait, quasiment à tous les jeux, il en faut un. C'est très dur de faire un jeu où t'en as pas besoin. Ça, t'es très limité, t'es obligé d'utiliser des cartes en fait, comme fait Yu-Gi-Oh! Pokémon. One Piece ou Pokémon, pardon. Donc je prends pas le fait de traquer les points de vie comme étant un accessoire. Pas d'accessoires, c'est mieux. Flesh and Blood, il faut des accessoires. Mindbug, il en faut pas. Bah, il y a un petit accessoire qui est fourni, donc au final, il en faut pas. One Piece, il n'en faut pas. Yu-Gi-Oh! Il n'en faut pas. Chromagic prend pas beaucoup de points là sur mon quiz. L'Orcana, il en faut, il faut des dés. Et Pokémon, il faut des dés aussi. Après, si c'est accessoire hors dés, hors truc de points de vie, bon, la question elle est un peu biaisée, donc je vais partir de ça, quoi. Nombre de raretés hors alternative art. Combien de raretés différentes? Commune, unco, rare, super rare, secret rare, légendaire, flap mythique. Attention, on ne compte pas les foils, les full art et autres. On ne regarde que la difficulté d'obtention d'une carte spécifique. Ok. Magic, ce dead game. Il aura 0 point à la fin, Magic. Vous aimez Magic? Non, pas du tout. C'est quoi votre métier? Je fais des vidéos sur Magic. Je joue au Magic professionnellement. Enfin, non. Pas professionnellement. Yu-Gi-Oh! Avec les compteurs, faut pas un dé. Ouais, mais je crois que les compteurs sur les cartes, il y en a quand même très peu. Donc je compte qu'il faut pas d'accessoires pour Yu-Gi-Oh! Il y a énormément de decks en fait qui ne se servent d'aucun matériel à Yu-Gi-Oh! Donc je vais dire que non. Yu-Gi-Oh! Faut pas une pièce pour pile ou face. Ah ouais, d'ailleurs, Rise. Non, si, Rise, il faut des dés, ouais. Pièce pour pile ou face. C'est un accessoire non obligatoire, une pièce pour pile ou face. Tu peux le faire avec plein de façons différentes, quoi. Ça te demande pas strictement une pièce. Du coup, combien de raretés? Le moins possible. Donc je dirais 3. Juste pour la difficulté d'obtention. Moi, si je fais un TCG, il y aura des raretés alternatives pour les skins. Mais les difficultés d'obtention, je trouve que 3 c'est très bien. Commune rare, super rare. Pas d'unco. Et comme ça, on fait des communes qui sont un peu bagarres, quoi. Limite 2, ce serait bien, mais à terme, t'as envie d'en avoir plus, quoi. Entre 3 et 4, je pense que c'est le bon nombre. Je vais dire 3. Magic 0 points, s'il manque quelque chose, c'est que c'est un bon deck. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Il manque quelque chose, il manque un point.
Mais pour équilibrer le limité, c'est bien, non? Bah ouais, mais dans mon jeu, ça va vous choquer, hein, mais dans mon jeu parfait, il n'y a pas de limité en fait. Il n'y a pas de limité. Pourquoi? Parce que le limité, ça induit beaucoup de design de cartes uniquement pour le limité. Et je préférerais du coup que mon jeu parfait développe un format autre pour se servir de ces cartes, par exemple. Tête rouge. Typiquement, attention, on pourrait très bien, avec mon TCG parfait, faire un cube. Avec, quand il y a suffisamment de cartes qui sont sorties, hein, bien évidemment. Et du coup, il y a du limité par ricochet, ce qui est excellent. Mais de designer tes sets avec du limité, ça te demande forcément qu'il y ait pas mal de cartes. Ça te demande beaucoup trop de trucs, en fait, de limiter. Pour ta R&D, c'est aussi beaucoup de boulot. Bon, même si là, bah là, tu décris l'Orcana. Typiquement, l'Orcana, il y a beaucoup de cartes qui servent à rien pour le limiter. Et on s'en fout. Moi, je préfère des jeux comme One Piece. Et d'ailleurs, One Piece a le plus de points actuellement dans mon tableau. Je préfère des jeux comme One Piece où pas de limité. Les cartes, tu les joues pas, quoi. Il y a des cartes, des fois, qui sont designées, elles sont pas suffisamment fortes pour être jouées, elles servent à rien. Mais ça, c'est le design qui a testé des trucs, ça n'a pas suffi. Mais quand la carte, tu sais très bien que ce sera une carte qui est même pas pique en limité, c'est terrible. Oula, on est où là? Je sais pas où on est parti là. Quelques fantaisies sur la playlist. Perdu limité, t'as perdu KGVR. Mais en fait, c'est tout ce que ça comporte. C'est pas le fait de jouer en limité. J'ai fait dans ma création de contenu Twitch Magic, je pense que 80 à 90% c'est du limité. Donc forcément, j'aime ça. Vous vous doutez bien que je fais pas ça pour l'argent. Ça ne rapporte pas d'argent. Donc j'aime le limité. Mais dans mon TCG parfait, il n'y a pas toutes ces cartes de chi là. Regardez, attendez. Regardez ça. C'est juste une partie de ce que j'ai ouvert sur 2 secondes. Et j'ai pas ouvert beaucoup. Et ça va me servir à rien, ça. Allez, j'enlève les cartes que je peux utiliser un peu en popper ou quoi. Ou en DC. Voilà, c'est ça. Ça sert à rien. Nul. Pas de seconde vie pour les cartes. Même si je fais un cube popper. Si je fais pas un cube popper 2 secondes, je mets pas ces cartes dedans. C'est terrible. Te casse pas défendre ton avis, on veut pas t'entendre, Nex. Mais justement, je vous explique. Si je dis juste ça dégage, c'est bizarre. En plus, c'est même pas une question. Là. Bon, du coup, 3 cartes. Ça donne un point Altered. Oula, je sais pas taper la bonne lettre. Et il y a que Altered qui utilise des x3 ? Je crois que oui. Rareté. Ouais. Enfin, des x3, des triple rareté, pardon. Limiter, c'est les cartes à usage unique, je trouve ça un peu sad. Bah ouais, c'est ça qui me dérange un peu, quoi. Et qu'une personne qui fait ça pour l'argent, qui dirait je fais pas ça pour l'argent. Carrément. Je suis démasqué, Thierry. Il fait ça pour l'argent. C'est moi tout craché. Donc encore une fois, je ne dis pas que le limité c'est pas bien, que je n'aime pas ça. Je dis bien dans mon TCG parfait, pour plusieurs raisons, je ne mettrai pas de limité. La rareté impacte-t-elle le deck building? Et la rareté des cartes doit-elle impacter la construction de votre deck? Par exemple, dans Alterne, on ne peut mettre que 3 cartes uniques et 15 rares. Dans Race CCG, le nombre d'exemplaires d'une même carte dépend de la rareté. C'est encore un problème au design, à la R&D. Salut Mstarzilla, merci pour le 59e mois de sub, merci beaucoup. Et oui, la question se passe très bien. C'est très intéressant de limiter ton deck building par tes raretés. Ça permet de rendre forcément... oh tiens, le chat dépasse encore. Le truc, ton deck un peu budget. Parce que du coup, tu peux pas avoir full mythique, par exemple. Et ça oblige à jouer du coup tes communes. Ouais, bah, comme dit Kanji Ben pour Alterne, ça oblige à jouer tes communes, donc c'est bien. Par contre, à la R&D, ça veut dire que ça a un impact. Ça a un impact sur la puissance de tes raretés. Tu peux les faire plus puissantes puisqu'elles sont limitées, mais du coup, ça va pousser à la porte. En fait, ça pousse à jouer vraiment les rares les plus puissantes. Donc ça veut dire que tes cartes de synergie qui sont moins puissantes, si elles synergisent pas de fou, tu vas pas les prendre en rare. Et si elles n'existent pas en commune, dans Alter, toutes les cartes existent dans les raretés, donc ça marche bien comme ça. C'est la façon de faire d'Alterd, c'est un peu
Ça marche parce que toutes les cartes existent en rare et en commune, et en unique aussi. Mais si tu prends pas ce système alterne, cette façon marche pas trop, je trouve. Dans Rise, plus une carte est puissante, moins tu peux la jouer. Donc les cartes les plus puissantes, elles sont en un exemplaire. Mais ça punit, ça crée de l'aléatoire. Donc c'est un jeu où tu pioches énormément. Donc pour le coup, c'est pas si gênant que ça, parce que tu vas la trouver, ta carte puissante, c'est juste que tu as un peu moins de chance. Et moi j'aime qu'on... Bon, même si j'aime bien mélange aléatoire et tout, imaginez ça c'est votre deck, et vous savez qu'en fait votre deck il va toujours faire ce pour quoi il a été pensé. Vous n'allez pas faire les mêmes parties, parce que vous devez vous adapter à l'adversaire, vous piochez pas forcément dans le bon ordre, etc. Mais au global, il n'y a pas une game où vous n'allez pas jouer aux cartes. Et quand votre deck, vous l'avez pensé, vous l'avez designé pour faire un truc et qu'il le fait, ben, je trouve ça ultime. Je trouve ça vraiment très très cool, très satisfaisant. Et c'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens recherchent en faisant de l'EDH. Pas la victoire, mais que leur deck fasse qu'il est construit pour. Et que les gens retrouveraient dans d'autres TCG s'ils y jetaient un petit coup d'œil. Bon, c'est pas les mêmes règles évidemment, mais cet aspect-là, en tout cas, tu le retrouves dans d'autres TCG comme One Piece. One Piece, les fois où ton deck il fait pas ce qu'il doit faire, c'est tellement rare qu'on dit que ça n'existe pas, quoi. Après, des fois, vous faites péter la gueule par votre adversaire, mais ça c'est pas que votre deck qui a pas marché, c'est juste que vous avez perdu très vite. Du coup, le système de rareté, je dirais non, parce que je pense que les limites de deck building doivent être imposées par d'autres choses, et notamment par ta R&D. Typiquement, si ton liant, je prends beaucoup One Piece en exemple parce qu'il comporte beaucoup de choses que j'adore. Si ton liant, c'est une commune qui dit, quand elle arrive en jeu, tu regardes les 6 cartes dessus de ton deck et tu prends 2 cartes de tel type, ce qu'il y a beaucoup à One Piece, bah du coup, tu vas jouer cette commune. Et donc, ça va niveler comme ça ton deck. Et des fois, bah, tu joues juste la rare un peu pété, et tu as le droit de jouer un peu plus de rares que certains autres decks, parce que dans tes couleurs, il y a des rares un peu plus pétés, et voilà quoi. Donc je dirais non. Ce qui donne du coup un point à tous les autres TCG qui ne sont pas Alter des Rise. Donc Magic a son premier point, Magic Commander a son deuxième point, Lorcana, Yu-Gi-Oh!, Alter non, Fab, Pokémon, DBZ, Hearthstone. Ah si, Hearthstone, les légendaires, tu peux les mettre qu'en x1. Donc Hearthstone ne prend pas de points. Mindbug prend un point. Marvel Snap, il n'y a pas de rareté. Star Wars prend un point. Runeterra prend un point. One Piece prend son 5e point. Rise n'en prend pas. Epic, Force of Will qui forge, je leur mets pas de points parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. Les pauvres, ils prendront jamais de points. Jouer un leader ou pas? Oui. Certains jeux articulent leur deck autour d'un leader, ils donnent en partie l'orientation du deck, les autres jeux considèrent que vous êtes le héros. Je trouve ça tellement satisfaisant de choisir ton héros, de représenter les decks par leur héros, leur commandant, peu importe, c'est trop bien. Je ne conçois pas un TCG maintenant qui s'en passerait. Et même l'Orcana, ça marche très bien, j'adore le jeu évidemment. Pas besoin d'en dire plus, vous avez bien vu que j'adore. Et je trouve que c'est un tour de force de ne pas avoir mis de leader, parce que c'est très tentant, surtout dans un univers comme Disney, d'en mettre un. Et c'est juste trop bien, quoi. Rien que le changement de leader change toute la stratégie. Exactement. Ton leader peut te faire ban, par exemple, et bah tu recycles un peu ton deck, tu changes de leader, et tu joues toujours un peu ça, mais t'as autre chose, quoi. Je suis pas d'accord, car Fab montre que plus le jeu évolue, plus tu remplaces tes communes par des majestiques ou légendaires. Effectivement, mais ça, c'est du game design gargage pour moi. C'est parce que ils font des communes pas suffisamment intéressantes et des mythiques ou des légendaires très puissantes et très intéressantes, donc ça tend à ça. Mais si des effets basiques de tes decks sont communs et ne seront jamais upgrade, et bah t'as une partie des cartes qui est forcément commune. Ou des staples. Des staples de Flesh and Blood, enfin d'un jeu de cartes par exemple, Sing Below, je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais plus la rareté qu'a cette carte, mais si tu lui mets une rareté faible, eh ben, il y a de grandes chances qu'elle soit jamais outrepassée cette carte et que du coup on la joue tout le temps, tu vois. Donc pour moi, ça se joue au game design ou R&D et bah il y a des jeux qui ne le font pas ou qui n'arrivent pas à le faire et tant pis quoi. Du coup là, on donne un point à Magic en EDH, pas à Lorcana, pas à Yu-Gi-Oh, à Alterne 1 2 3 4, à Fab 1 2 3. Ouais, j'ai mis un point de trop. À Pokémon. Pokémon, il n'y a pas un leader, mais tu commences le. Pokémon, il a un point ou pas? Tu commences le jeu avec un. Ouais, non, c'est pas un leader à proprement parler. DBZ 1, 2, 3, 4, 5. Hearthstone, il y a un héros. Donc techniquement, il y a un leader, oui.
1, 2. Mindbug, il n'y en a pas. Marvel Snap, il n'y en a pas. Star Wars, il y en a 1, 2, 3, 4. Runeterra, il n'y a pas de leader, je crois. One Piece, hop. Rise, il y a 2 leaders, donc c'est 2 points. Et le reste, je ne sais pas. J'ai tellement adoré jouer mon Pixon Leader, j'en ai rêvé. Mais je pense qu'ils vont faire un format comme ça plus tard. Il y a déjà des gens qui testent ça sur l'Orcana. Ça va arriver, à mon avis. Mulligan autorisé ou pas? Mulligan, ça avoir la possibilité de changer sa main de départ si on estime qu'elle nous donnerait un trou mauvais au début de partie. Oui. Star Wars, Magic, l'Orcana, Dragon Ball. Non. Fashion Ball, Alterne, Yu-Gi-Oh! Automatique, Pokémon. Pokémon, c'est si t'as pas de Pokémon de base, t'es obligé de Mulligan. Enfin, t'es pas obligé, mais tu perds instantanément la partie, donc finalement t'es obligé. Et si t'en as un de Pokémon de base, peu importe lequel c'est, tu peux pas Mulligan par contre. Donc là, c'est un peu trop oui-non pour moi, parce que j'aimerais designer un Mulligan particulier, enfin choisir un Mulligan particulier, je pense. Celui de l'Orcana, je le trouve très bon. Sinon, ceux de One Piece par exemple, et des Bandai, des card game Bandai, c'est tu gardes ta main, oui, non. Et si tu Mulligan, bah, tu Mulligan une fois. Donc c'est est-ce que je tente d'avoir une meilleure main ou est-ce que ma meilleure jouable, j'ai le droit de mélanger une fois. Et globalement, tu vas pouvoir jouer une game peu importe ta main. Donc je dirais oui au mulligan, parce que c'est trop frustrant pour la R&D de devoir penser un jeu qui ne mulligan pas. Mais à la R&D, tu peux tricher pour ne pas avoir... Enfin, tricher. Tu peux designer pour ne pas en avoir. Mais je trouve que c'est plus simple d'avoir un mulligan, mais simple. Genre, l'Orcana, je trouve que c'est très simple. Tu prends une main, tu jettes ce qui te plaît pas, tu repioches autant, tu mélanges. Voilà. One Piece, tu aimes ou pas? Oui, non, ça dégage. Ou ça dégage pas et tu joues. Donc, oui, ça met un point à Magic. Je vais les mettre comme ça, les points maintenant. En EDH. Lorcana. Yu-Gi-Oh! Il y a un mulligan. Hein. Ah non, il n'y a pas de mulligan, Yu-Gi-Oh! Alter n'en a pas non plus. Fab en a pas. Techniquement. Pokémon en. Ouais, tu peux pas choisir, donc non. DB en a un. Hearthstone en a un. Mindbug n'en a pas. Marvel Snap n'en a pas. Star Wars en a un. Runeterra, je sais pas. One Piece en a un. Rise. Rise, il y a un mulligan, il me semble, ouais. Ok. Intérêt, c'est comme un mulligan. Ouais, parce que tu pioches 6 c'est en mettant en énergie, mais bon. Disons que si les 6 te plaisent pas, tu vas quand même jouer avec ces 6 là, quoi. Mulligan Yu-Gi-Oh! C'est le chaos, t'es tellement en train de prier que ton adversaire touche pas certaines cartes. Ouais, ouais. Mulligan gratuit et unique ou payant? Ah, super. On dit que le mulligan est payant quand il vous retire des cartes ou quand il en donne à l'adversaire. S'il est gratuit, on peut le faire qu'une fois. Sinon, on chercherait toujours la main de départ parfaite. Je trouve que gratuit, c'est mieux. Et du coup, ça donne un point à tout le monde, sauf à Magic et Pokémon. Ok, donc hop, hop. Ah non, ça donne pas des points à ceux qui n'ont pas de mulligan. Oh, il est trop compliqué à remplir ce tableau. Il y a encore beaucoup de questions. Il est encore temps d'abandonner le tableau. Yugi, pas de mulligan. Alterne, pas de mulligan. Fab, pas de mulligan. Pokémon, pas de mulligan. DBZ, il y en a un et il est gratuit. Hearthstone. Mindbug, il n'y a pas de mulligan. Marvel Snap non plus. Star Wars, Runeterra, je ne sais pas. One Piece. Rise, ok. Il y a un biais dans ton scoring. Quel est-il, Hnou? Tu vas faire perdre trop de points à tous les jeux qui n'ont pas de mulligan. Est-ce que triple question? Ben, moi, je suis d'avis que le tableau n'a pas trop de sens par rapport à l'orientation des questions. Mais... mulligan partiel ou total? D'un mulligan, est-ce qu'on doit changer la totalité de votre main contre une autre? Ou bien est-ce que l'on peut sélectionner les cartes que l'on veut changer? Intéressant. Total, c'est un peu tout ou rien.
Et du coup, ça te fait garder des mains parce que elle est moyenne et tu te dis ouais, mais si je balance, est-ce qu'en moyenne je vais avoir une meilleure main? Pas forcément, donc je garde. Et en même temps, partiel, ça demande une réflexion, ça fait perdre du temps dans les rondes, savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, comment il se passe, etc. C'est le mulligan le plus gentil, qui soit gratuit et partiel, mais une seule fois. Et c'est le meilleur mulligan pour moi pour sculpter ta main. Total, ça fait gagner quand même beaucoup de temps. Euh, c'est genre, je la veux ou je la veux pas ma main. Des fois, il y a des mains où tu passes beaucoup de temps à réfléchir, mais globalement, ça va être ça dégage ou pas. Par exemple, Magic, c'est ça dégage ou pas, mais quand tu mulligan, après, tu dois choisir quelle carte tu ne veux pas. Donc, c'est vraiment un des mulligans les plus longs, celui de Magic, quand il y a des mulligans. Euh, je dirais total pour la simplicité, en fait. Même s'il est moins bien le mulligan que partiel. Pour la simplicité du mulligan, je trouve que c'est meilleur total. Bon, du coup, vas-y, j'abandonne les points, c'est trop peu pertinent. Mulligan remélangé ou nouvelle carte? Lors d'un mulligan, est-ce qu'on doit remettre nos cartes dans le deck et le remélanger avant de piocher ces nouvelles cartes de départ? Mais est-ce que l'on pioche avant de remélanger, donc avec l'assurance d'avoir uniquement de nouvelles cartes? Non, on remélange. On remélange parce que comme tu fais un mulligan total et une seule fois, c'est genre pioche, ça me plaît pas, je remélange, pioche, fin. Ah, quoi que ça revient au même de mettre à part, pioche. Ah, parce que des fois, tu veux jouer des cartes en peu d'exemplaires, et si elles sont dans cette main-là, tu peux faire en sorte de ne pas les repiocher, ce qui peut être dramatique, ou qui peut être encore mieux si tu joues des decks un peu combo. Donc je pense que remélanger, c'est mieux. Combien de mana au début de la partie? Certains jeux commencent à 0 mana, d'autres à 2 voire 3, ce qui permet soit de jouer plusieurs cartes dès le premier tour, soit d'éviter les premiers tours faibles et redondants. Il y a l'école de la montée en puissance, donc tu as de plus en plus d'énergie et de mana, peu importe, et du coup, bah, tu vas caster des cartes euh, de plus en plus fortes, donc avec une situation de board la plupart du temps, etc. Ou tu as l'école de on commence tout de suite à jouer. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir les débuts de partie un peu ronflants. T'as Alterd qui fait l'entre-deux, c'est-à-dire que tu commences tout de suite à jouer des trucs, et en même temps, t'as quand même des cartes chères, il faut monter en mana. Donc t'as et la montée en puissance, et tout de suite on rentre dedans. Donc Alterd, c'est un peu l'entre-deux. Euh, j'aime bien, j'aime bien Flèche pour le côté tout de suite c'est une game en fait. T'as tous tes équipements et tout, mais les premiers tours de Flèche, t'as quand même énormément de trucs à prendre en compte, et ce qui va simplifier au début, c'est est-ce que tu veux prendre le tempo ou pas, ou est-ce que tu veux prendre une grosse mandale dès les premiers tours juste pour garder cette tempo justement, ou est-ce que tu peux ne pas te permettre quoi. Magic Dead Game, Alter de Banger, vous savez quoi faire. Euh, Bah, en même temps, c'est vrai que Magic, j'ai joué tellement de temps que la nouveauté me séduit plus que l'ancien jeu. Bon, le Peura Disco, là, je sais pas d'où ça sort, mais bon, celui-là, j'accepte. Euh, Combien de mana au début? Ça dépend le jeu, en vrai, hein, si... Please, le mulligan dans Alterne, c'est-à-dire mono commander. Franchement, ça n'a pas trop de sens, ça dépend de ton jeu. Parce qu'en fait, je peux dire un mana, et mes cartes à un mana, en fait, et toutes mes cartes coûtent 1 et 2 mana, tu vois. Moi, je peux rien dire d'autre, sinon ils m'enferment dans les locaux. Il n'y a pas de mulligan, j'en veux un dans l'Alterd. Bah, il y en a un, plus ou moins dans l'Alterd, Mono Commander. Le jeu serait beau. Avec des exemplaires en x3 et 40 cartes, si tu mets un mulligan en plus dans l'Alterd, c'est déconné, quoi. En plus, t'as un commandant, un héros. Salut le guitare. Je sais pas, honnêtement, ça n'a pas trop de sens, je trouve, cette question. Je dirais. Peut-être que commencer avec 3 mana. One Piece, tu commences avec 1 ou 2 mana. J'aime bien la montée en puissance en vrai. Ça marche pas pour les jeux qui n'ont pas de mana aussi.
Si tu commences avec un mana tout de suite, ça dépend aussi comment tu mets en mana. Est-ce que tu en gagnes un tous les tours comme à One Piece ou deux? Est-ce que tu... Elle est hyper dure cette question en fait, je sais pas trop quoi répondre. Hmm. C'est quand même cool de pouvoir jouer des cartes, plusieurs cartes ou un peu costauds dès le premier tour, donc je vais dire... Allez, je vais dire 3 mana. Mais je sais pas trop... je sais pas trop. Alors, tour partagé ou tour par joueur? Est-ce qu'un joueur peut faire autant d'actions qu'il le souhaite avant de déclarer la fin de son tour, ou bien est-ce que chaque joueur ne peut faire qu'une action avant de laisser l'adversaire jouer? Tour partagé sont généralement appelés des phases dans lesquelles chaque joueur joue à tour de rôle une seule et unique action jusqu'à ce qu'il ne puisse ou ne veuille plus jouer. Les deux joueurs piochent en même temps. J'irais partager, je trouve ça plus cool. Ça plus cool parce que c'est très dynamique, c'est ta 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 ta. Alors qu'Anna, quand bien même j'adore ce jeu et qu'il me repose par rapport à Magic où tu dois être vigilant surtout, le fait de des fois des adversaires qui prennent un peu beaucoup de temps à leur tour et tout et de devoir attendre en ne rien faisant, c'est un peu frustrant. Donc ça manque un petit peu de stimulation, de dynamisme, pardon, la partie d'Orcana. Et les tours par tour, je trouve ça très bien, notamment parce que ça induit une mécanique, le tour par tour, qui n'est pas présente dans les jeux au tour par tour actuellement, que je garde pour le TCG que je créerai parfait un jour, qui serait super cool et qui n'est pas utilisé. Partager, c'est la meilleure idée des designs récentes. Ouais, bah ça vient du jeu de société, hein. Mais le mettre dans le TCG, c'est une très bonne idée et je trouve ça très cool. Phase principale libre ou séquencée par des sous-phases. Si le jeu n'est pas en tour partagé, il y a deux options. Pour certains, vous faites ce que vous voulez dans l'ordre que vous voulez. Pour d'autres, il y a des phases décisives qui vous permettent de jouer vos cartes, d'attaquer. Phase optionnelle, c'est quoi les phases optionnelles de One Piece? Pour moi, One Piece, c'est comme l'Orcana. Ah, si. Les phases optionnelles, c'est quand tu attaques, tu laisses des fenêtres pour counter, etc. Tu fais pas ce que tu veux dans n'importe quel ordre. Pas à ma connaissance aux luttes TCG où tout le monde joue simultanément. Bah du coup, j'aurais dit libre comme l'Orcana, mais phase optionnelle, ça permet de cadrer les tours et de faire des règles un peu précises, un peu sympas. Donc je dirais phase optionnelle. Besoin de ressources, faut-il utiliser des ressources, du mana, de l'encre pour jouer? Oui. Oui, oui. C'est ce qui limite ton jeu et c'est cool. En fait, il faut limiter les cartes que tu vas jouer par tour. Et limiter en ressources, ça permet aussi de jauger le power level d'une carte. Parce que si t'as pas de ressources, bah, c'est une action pour une action, bah, faut jouer la meilleure carte possible, quoi. Ressources dans le deck. Les ressources doivent être dans le deck ou dans une zone à part. Alors, si c'est dans le deck, en fait, ça peut être n'importe quelle carte est une ressource. Sinon, tu peux les avoir à côté. La facilité, c'est non. Genre One Piece, Hearthstone, c'est des manas que t'as tous les tours. Sorcery, tiens, qui est pas dans le quiz d'ailleurs. Sorcery qui prend. Tu choisis en fait tous les tours si tu pioches en gros un mana ou si tu pioches une carte active. Et au début de la partie, tu pioches un peu de chaque. 3 et 3, je crois. Donc. Moi, je dirais oui pour ne pas avoir un énième deck. Comme je suis déjà partant de l'extra deck pour avoir des tokens ou des cartes un peu puissantes qui pourrissent pas ton deck, je dirais oui. Comme ça, tu mets tes cartes en ressources ou tu utilises une autre ressource qui peut être dans ton deck. Cartes spécifiques pour les ressources. Les cartes qui servent en ressources sont-elles des cartes qui ne servent qu'à ça? Non. Enfin. Non, je pense que toutes les cartes peuvent être potentiellement des ressources, quoi. L'Orcana, c'est brillant d'avoir mis des cartes qui peuvent être des ressources ou pas dans ton deck. Donc tu es obligé à la construction de le prendre en compte, mais globalement, c'est toujours les mêmes maths. Et ça te demande de faire des choix. C'est faux de mettre Magic. Bah, principalement, elles ne servent qu'à faire du mana dans 99% des cas, je pense, Crimson Kobold. Mais il y a des landes qui font autre chose.
Sauf que si tu avais le choix, en fait, la question, voilà plutôt comme ça, si tu as le choix dans Magic, que toutes tes cartes peuvent être des ressources, mais tu peux quand même continuer à utiliser des landes, est-ce que tu continues à utiliser des landes? La réponse est non. Tu vas utiliser des cartes actives que tu mettras à retourner pour faire du mana. Et certains lands qui ont des effets très précis, peut-être que tu les gardes pour ça. Mais globalement, tu vas préférer utiliser des cartes actives, quoi. Bosé joue, on en parle, jouer dans tous les commandeurs. Ouais, mais si je te dis que ton Bosé joue, c'est le même effet. En fait, bah, Bosé joue, si jamais il n'y avait pas de terrain dans Magic, ce serait quand même une carte qu'on joue. Ça peut être une ressource et des fois ça casse un truc, tu vois. Donc non, les landes ne sont pas que des landes, mais à la base oui, et le design a évolué justement parce que c'était un problème que ce soit que des landes. Ressources permanentes. Quand on pose une ressource, est-elle disponible pour le reste de la partie ou uniquement pour la phase en cours? Je trouve que c'est plus sympa qu'elle reste tout le temps, ouais. Justement pour le côté montée en puissance. Surtout les landes se font power creep dans le TG à cause des limites du système de ressources. Exact. Donc je vois ce que tu veux dire, Crimson Cobalt, mais c'est pour globaliser, quoi. Si on fait que du cas par cas très précis, le questionnaire est infini. Pioche ou refill, préférez-vous piocher une ou deux cartes au début ou à la fin de votre tour, ou bien remplir à chaque fois votre main jusqu'à son maximum? Refill, c'est intéressant, mais ça empêche les dynamiques de pioche, en fait. Il n'y a pas de card advantage dans Flesh and Blood, quasiment pas. Parce que, enfin, le card advantage, c'est au deck, en fait, dans Flesh and Blood. Et certaines cartes qui te permettent de piocher une petite carte de plus. Mais sinon, c'est que du quality advantage. C'est des meilleures cartes et une meilleure gestion de tes ressources. Ce qui est très stylé. Mais piocher des cartes, c'est tellement satisfaisant. Je piocherai quand même une, parce que deux cartes, ça fait vite analysis paralysis quand tu débutes un jeu. Et en plus, sauf s'il est vraiment très simpliste, mais du coup, s'il est simpliste, c'est pas forcément une bonne chose. Et en plus de ça, c'est cool de piocher qu'une carte par tour parce que ça valorise tes effets de pioche. Si par exemple si tu pioches deux cartes par tour, bah, les effets piocher une carte, c'est pas très intéressant. Alors que si tu pioches une carte par tour, bah, piocher une carte, c'est aussi bien que ce que tu fais tous les tours. Donc et piocher deux cartes, bah, c'est deux fois mieux. Donc c'est cool. Peut-on tuto des cartes dans le deck? On dit qu'on tuto une carte quand on a la possibilité, via un effet de carte, d'aller chercher une carte précise dans le deck. Pardonnez, avant de le remélanger. Alors, tutor, si on entend par là, aller chercher dans tout le deck, non. Alors, Ashnu, c'est pas tu pioches deux cartes et une des deux vents mana, c'est tu pioches deux cartes et une de tes cartes vents mana. Donc tu pioches quand même deux cartes. Si t'as une carte en main que t'en pioches deux, la carte que t'as en main, tu peux la mettre en mana. Moi, j'aime bien tutor, mais sur une partie du deck, donc le dessus, pour justement optimiser ce que fait le deck. Et des effets de tutor qui vont chercher un truc précis, pour moi, c'est là où l'extra deck brille. Tu ne tutors pas et tu l'as dans l'extra deck. Si t'as besoin de ces effets-là. Donc je dirais non. Je dirais oui, pardon, mais pas dans tout le deck. Donc tu peux tutor parmi le. Je sais pas, jusque le top 10, je trouve, c'est ok. Pour certains effets, mais en vrai, le bon nombre, c'est en fonction. Bah, si t'as 50 cartes, généralement, c'est 10% de ton deck. Donc c'est entre 4 et 6 cartes, quoi. Enfin, 10%, c'est 5. Mais entre 4 et 6 cartes, je trouve que c'est le bon truc pour avoir une bonne chance de hit. Ça te demande de deck build un peu en fonction, et puis c'est pas non plus abusé, quoi. Oui, bien sûr, en début de partie, dans les faits, tu peux toujours vouloir mettre en mana. Oui, mais tu mets en mana pas une carte que tu. Enfin, t'es pas obligé et tu vas pas forcément mettre une carte que tu pioches, donc tu pioches quand même deux, même si tu fais -1 à ta main. Coût des cartes, il y a trois types de coûts. 0 ou 1, c'est quand c'est gratuit ou qu'on ne peut poser qu'une carte. Croissant, c'est quand les cartes coûtent de plus en plus cher pour refléter leur puissance. Non croissant, c'est quand les cartes ont un coût, mais qui n'augmentent pas au fil de la partie, vous permettant techniquement de jouer votre meilleure carte dès le premier tour. Je trouve que croissant, c'est très bien. Euh, et, euh, et voilà. Juste très bien, croissant, il y a une montée en puissance. Quand bien même tu peux jouer. En fait, Alter, par exemple, te permet de jouer des drop 3 tout de suite, ou de jouer un tour 2 et un tour 1, ou de jouer 3 tours 1. Et t'as quand même des cartes plus puissantes qui arrivent après, quoi. Coucou Domino, comme ça va? Nombre de créatures par tour. Certains jeux ne vous permettent pas de jouer une créature. Euh,
Certains jeux ne vous permettent de jouer qu'une créature par tour. Bah, vu que c'est du tour par tour, je dirais illimité, puisque tu peux faire bête, 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 bête. Si tu fais juste une bête dans le tour, c'est un côté stylé pour la stratégie, mais c'est un côté trop frustrant sur le build et ce que tu fais, quoi. Nombre de cartes sur le terrain limité. Limiterez-vous le nombre de cartes maximum que vous pouvez mettre sur le terrain avec des zones de jeu, par exemple. Je trouve que c'est plus pratique et plus lisible. Si tu fais ça, tu peux pas avoir de board dégueulasse comme tu peux avoir un Magic, par exemple, avec certains decks. Moi, ce serait une petite limite, genre, je le prends encore une fois un exemple, mais One Piece ne te permet pas d'avoir plus de 5 personnages en plus de ton leader. Tu peux avoir ton leader, 5 persos, pas plus. Et du coup, c'est déjà bien pack quand t'as tout ça, surtout avec des dons et tout qui se baladent, mais ça reste gérable. Ça dégueule jamais. Dès que tu veux en jouer un, tu dois en sacrifier un. Donc je trouve qu'une légère limite, c'est bien. L'emplacement a un impact ou pas? Est-ce que la position des cartes a une importance? Non, parce que ça te demande de laisser ton board et de ne jamais le toucher. Ce qui fait que... bon, c'est une habitude à prendre, hein, ça se fait, mais ça te débloque des effets en mode toucher une carte et une carte à côté. Mais je trouve que juste pouvoir manipuler, réarranger pour que le board soit plus lisible, typiquement, tu joues 2 fois la même carte, bah, c'est bien de pouvoir les mettre côte à côte pour que justement soit plus lisible pour toi et pour ton adversaire. Donc je dirais que ça n'est pas d'impact. Les créatures sont-elles permanentes? Oh, très intéressant ça. Les créatures et personnages restent sur le terrain pour la plupart, ou ne sont-elles jouées que pour la phase en cours? Généralement, tu as envie que ça reste, pour un peu, tu vois, tu t'attaches à tes créatures, elles restent, elles font des trucs, et en même temps, le fait qu'elles ne restent pas, ça permet de renouveler le board, d'éviter les situations de board bloqué, etc. Mais selon moi, pareil, le board bloqué, tu peux l'éviter au design. Tu peux donner des solutions pour ça. Notamment les cartes Game Bandai qui font que tu peux attaquer le board adverse. Lorcana aussi, hein, pareil. Le plaisir, c'est qu'elle reste. Je pense qu'on va dire oui pour le plaisir. Mais le design de Flesh and Blood Altered, il est quand même très délicieux. C'est très délicieux, je sais même pas si ça se dit. Les cartes ont-elles un mal d'invocation? Le mal d'invocation, c'est le terme utilisé à Magic pour dire qu'une carte ne peut pas attaquer quand elle vient d'être jouée. Elle doit attendre le tour suivant, permettant à l'adversaire de trouver une réponse avant de se faire attaquer. Sur Lorcana, on dit que l'encre n'est pas sèche. Grande question encore, ça. Grande question, grande question. Je suis allé assez vite au final dans le quiz. Même si je prends mon temps, je suis aux 2/3 alors que je suis à 1 heure de quiz environ. Je pense que pas de mal d'invocation, c'est plus agréable pour jouer. Ça t'enlève le mot-clé célérité de tes cartes, puisqu'elles l'ont toutes, mais ça te crée le mot-clé fatigue, on va dire, qui fait que des cartes arrivent et ne peuvent pas attaquer. Et je trouve ça plus sympa que toutes les cartes peuvent attaquer ou utiliser leurs effets tout de suite, et que certaines non, parce que justement elles sont puissantes, elles doivent passer un tour et tout. Plutôt que toutes ne peuvent pas et certaines peuvent. Faut que tu te lances dans DBS là, MDR. C'est peut-être le jeu parfait pour moi. Donc je dirais non. Pas de mal d'invocation. C'est plus agréable, c'est plus rapide. D'ailleurs, One Piece, elles ont le mal d'invocation, les cartes. Elles ne peuvent pas attaquer quand elles arrivent. Il faut qu'elles aient rush pour pouvoir attaquer. Le mal d'invocation en physique, c'est chiant à traquer, on peut l'oublier. Ouais. Bah, t'as un jeu comme Star Wars qui dit que les cartes arrivent engagées, du coup c'est facile de s'en rappeler et elles sont vulnérables, elles peuvent être attaquées tout de suite, donc vaut mieux le jouer une fois que ton adversaire a attaqué pour ne pas se faire attaquer tes bêtes justement. Tes personnages, tes vaisseaux. Ah, en vrai, je suis un peu entre les deux. Genre, les deux peuvent être sexy, mais si je designais un jeu, je crois que je mettrais pas de mal d'invocation. En fait, ça va avec le truc de commencer à jouer tout de suite. Si tu veux tout de suite une montée en puissance, des cartes puissantes, pas mal de mana, il se passe des trucs, et que rien n'a la célérité, euh, ou en tout cas une grande partie des cartes ne l'a pas, t'es en mode c'est dommage quoi. C'est dommage parce que t'es en mode on commence, ouais, bah, je joue un truc, enfin voilà. Après, ça nécessite une petite règle qui fait que le premier joueur ne peut pas attaquer, mais tu peux simplement dire que lors du premier tour, parce que moi j'ai choisi un tour partagé, lors du premier tour partagé,
on ne peut pas attaquer avec les personnages. Juste ça, ni toi ni l'adversaire, comme ça il n'y a pas d'avantage particulier, et, euh, et tu évites des free dommages, quoi. Et encore que c'est même pas forcément obligatoire. Attaque ciblée ou par défaut. Ce que j'appelle attaque ciblée, c'est quand vous pouvez choisir votre cible pour chacune de vos attaques. À l'inverse, dans Magic et Mindbug, vous attaquez par défaut les joueurs. Celui de présenter des défenseurs s'il ne veut pas de points de vie. Ça simplifie la phase pour l'attaquant, ça complexifie la phase pour le défenseur. S'il n'y a pas de cible. Moi, je dirais ciblé. Parce que c'est justement une façon d'utiliser tes personnages, tes créatures, etc. D'une certaine façon. D'utiliser tes cartes en gestion et de ne pas avoir de gestion. Dans Magic, en fait, si on n'a pas de spell de gestion, l'adversaire il joue une créature, elle est là. S'il bloque pas avec, ou qu'on la bloque pas, elle sera là tout le temps. Ce qui fait des designs de créatures trop problématiques s'il n'y avait pas de gestion. Et typiquement, vous pourriez jouer, là le design est très bien fait dans Magic évidemment, mais vous pourriez jouer techniquement des cartes avec des effets statiques trop puissants, enfin très puissants, ne jamais bloquer avec, et votre adversaire qui n'a pas ou peu de gestion, il est Keblo. Chez Olred, on t'embrasse, carte très puissante, si l'adversaire n'a pas de gestion, l'adversaire, il y a de grandes chances qu'il crève à petit feu. Quasiment tous les decks ont des gestions de ce fait. Mais voilà, ça crée ça. Alors que si l'adversaire, si on peut attaquer chez Olred par exemple, bah, ça veut dire que elle doit être un peu plus costaud, un peu plus puissante. Ou bien, si on peut l'attaquer que quand elle est engagée, ça veut dire qu'il utilise sa carte que pour son effet statique. Il ne fait pas d'effet en attaquant. Ça reste une carte puissante du coup qu'on aura du mal à gérer, mais nous on peut quand même avoir des sorts pour la gérer. L'un n'empêche pas l'autre. Et du coup, bah, il a un attaquant de moins qui lui prend une place sur son board. Et comme moi j'ai des places limitées, ça s'équilibre un peu quoi. Je crois oui qu'il est disponible pour tout le monde Werf, mais comme j'en ai pas la certitude, je voulais pas partager pour le coup. Est-ce que quelqu'un peut juste aller voir sur la vidéo des jours du dimanche si en description il y a le Google Doc, Google Form pardon. S'il y est, oui, je vous le partage. S'il y est pas, bah, je vais pas vous le partager. Attaque libre ou conditionnée. Une attaque conditionnée, c'est par exemple de ne pouvoir attaquer que les cartes adverses qui sont inclinées, alors qu'en libre, il n'y a pas de condition, on attaque qui on veut. Je trouve que conditionné, c'est mieux, parce que libre, ça peut être un côté frustrant de je pose mes trucs, et l'adversaire, bah, il a un meilleur board que moi, il peut aller taper dedans. Donc tout ce qui est pas meilleur que ce qu'est mon adversaire, ça se fait tuer. Alors ça lui fait des dégâts assez bêtes, hein, évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Conditionné, c'est plus sympa, je trouve. Réaction pendant le tour adverse. Peut-on réagir à ce que joue l'adversaire sans attendre son tour? Oui, pour Magic, Flesh and Blood, Yu-Gi-Oh! Dragon Ball, non pour le reste. J'aime bien le un petit peu des fenêtres comme Dragon Ball par exemple, où tu peux jouer des trucs en combo pour défendre. One Piece aussi, du coup, avec les counters. Euh, je trouve qu'il en faut, mais il en faut pas beaucoup. Trop d'interactions, c'est relou. Enfin, typiquement, j'adore les interactions dans Magic. Tu peux faire. J'ai trouvé sur la vidéo, merci. Alors, du coup, est-ce que tu peux le mettre dans le chat, Dwer, s'il te plaît? Magic, j'aime qu'on puisse tout le temps interagir, faire plein de trucs. Ça crée une richesse, une profondeur de jeu incroyable. Mais si un nouveau jeu avait autant de complexité que Magic qui sortait maintenant, quand bien même il serait extraordinaire, je sais pas si je kifferais. Vous voyez, je serais en mode putain, tu peux faire quand même beaucoup de trucs. C'est un peu. C'est un peu trop compliqué, vous voyez. J'ai déjà Magic qui est compliqué, j'aimerais pas qu'un nouveau soit comme ça. Donc si on prend en compte qu'on fusionne les TCG, je dirais oui, plutôt du côté Magic pour le coup. Mais si on prend en compte qu'on crée un nouveau TCG parfait, je dirais quand même oui, mais plutôt style Yu-Gi-Oh! Dragon Ball. Vous voyez, Yu-Gi-Oh! Il me semble que c'est. Oula, il est bon ce lien. Il me semble que c'est. Tu discardes une carte de ta main pour contrer un truc, par exemple. Ce qui est cool à Yu-Gi-Oh! Type de réaction. Ah, bah parfait. De quelle manière peut-on réagir et sous quelles conditions? Libre, on réagit tout le temps à tout sans condition tant qu'on a la carte qui le permet. Piège, on réagit quand la condition indiquée sur notre carte de réaction est remplie. Phase, on dispose de phases précises durant le tour de l'adversaire durant lesquelles on peut répondre. Euh... Phase, ça me plaît bien. Phase ou piège? J'aimerais bien les deux en fait. Je crois que j'irais piège plutôt.
Quand l'oppo fait un truc, tu peux répondre. Ouais, dans tous les cas, c'est pas très pertinent. Ouais, je crois que si piège, c'est le plus pertinent parce que j'ai 10 tours par tour. Et du coup, répondre pendant le tour de l'autre, ça, c'est utiliser une action supplémentaire. Tu fais une action, une action, une action. Donc si pendant ton tour, j'utilise une action, bah du coup, moi j'ai fait 2 actions d'affilée, enfin 3 du coup. Mon action, l'action pendant ton tour, mon action. Donc il faut limiter ça. Et phase précise, pas méga pertinent quoi. Je pense que piège, c'est mieux. Déclenchement des effets. Dans quel ordre se déclenchent les différents effets qui ont été joués ainsi que leur action? Pile, on résout les effets du plus récent au plus ancien. On peut ajouter des effets pendant la résolution. On peut contrer un effet n'importe où dans la pile. Bon, ça n'a pas trop de rapport. Chaîne, on résout les effets du plus récent au plus ancien. Quand la chaîne commence à se résoudre, on ne peut plus y ajouter d'effets. On ne peut interagir qu'avec le maillon précédent de la chaîne. Ce qui est cool, ça c'est Yugi. Sac, le joueur actif choisit l'ordre de résolution de ses effets, puis le joueur suivant fait de même. Ce qui est enfin, il n'y a pas beaucoup d'effets qui vont en pile de toute façon à l'Orcana. On fait un effet, on le résout généralement. Des fois, il y a peut-être 2 effets, mais c'est rare. Salut Evelyne, merci de passer. Hmm. Shen, c'est quand même assez stylé hein, dans Yugi, mais pareil, est-ce que mon TCG aurait beaucoup d'effets qui se mettent en pile les uns au-dessus des autres ou qui se chain? Hmm. Je dirais pile quand même, mais une utilisation très minime quoi. Donc potentiellement 2 effets, tu les mets pas en pile en même temps techniquement. Euh... Oui, dans tous les cas, 2 effets trigger en même temps et tu les mets en pile l'un après l'autre quoi. Je pense que je prendrais la pile de Magic, mais version simplifiée quoi. En même temps, s'il y a que des pièges et que tu peux pas trop interagir pendant ton tour adverse, la pile de Magic elle serait plus facile naturellement. Marquage des blessures. Est-ce que les dégâts infligés aux cartes persistent ou bien sont-elles soignées à la fin de chaque tour? Les blessures restent. Star Wars, Lorcana, Pokémon, Hearthstone. Je baille comme un sale, excusez-moi. Les blessures sont soignées à la fin du tour Magic. Il n'y a pas de blessure alterne Dragon Ball Mindbug. Soigner à la fin du tour, ça fait que t'as pas besoin de les traquer, puisque t'as juste besoin de se souvenir vite fait où elles sont les blessures, et s'il y a d'autres dégâts qui vont les finir, mais tu fais jamais, tiens je mets 1, ok je vais faire des trucs, tiens je mets 2, ok je mets 3 à celle-ci, je mets 2 à celle-là, ok, enfin les situations comme ça sont très très rares à Magic, donc les blessures soignées ça permet de pas traquer, et en même temps les blessures soignées ça fait que aller gérer des gros pâtés c'est très dur. Et garder le compte des blessures impose des accessoires, exactement, quand Jiben. Il n'y a pas de blessure. C'est dommage de ne pas avoir de blessure. Quoique non. Ça peut être. Genre à DB et One Piece par exemple, tu peux buffer tes bêtes facilement, ce qui te permet d'aller chercher les bêtes quoi. Ouais, je dirais qu'il n'y a pas de blessure du coup. C'est on tue pas quoi. DB tu kills ou pas, pas de blessure. Ouais, je crois qu'en fait c'est pas mal, pas de blessure. Tu traques pas. Il va y avoir une montée en puissance et au design tu fais en sorte de pouvoir gérer les bêtes d'une autre façon quoi. Au pire des cas. Quel est le but du jeu? Gagner des points de victoire, mettre les points de vie de l'adversaire à 0. C'est de voir à quel point tu es gentil et tu gagnes dans ton coin ou tu es méchant et tu bats l'adversaire. Je pense que faire descendre les PV, c'est assez universel et c'est très bien. Un système de récompense. Il existe 3 manières de récompenser les joueurs quand l'objectif avance. Snowball, quand on te récompense parce que tu as vaincu une carte. Dans Pokémon, on gagne une carte ou plusieurs après avoir battu un Pokémon adverse, ce qui nous permet de faire grossir notre avantage. Horrible. Rien, c'est le plus neutre, on n'aide personne. Battre une carte, c'est déjà un avantage en soi. Rattrapage, c'est le système de Dragon Ball et de One Piece afin de rendre les parties plus équilibrées. Quand un joueur perd un point de vie, il récupère une nouvelle carte dans sa main, l'aidant à revenir dans la partie. Le feeling, parce que j'ai pu jouer un peu à Dragon Ball et à One Piece récemment, le feeling de rattrapage, de piocher des cartes, il crée des situations qui sont super cool, super agréables. Après, faut voir. Ça te permet en fait d'avoir une matrix de plus sur laquelle tu peux agir, parce que typiquement,
le rattrapage, tu peux le faire de différentes façons. Si t'as, comme nous, on a décidé qu'il y avait des leaders, il y a des leaders qui peuvent par exemple rattraper en piochant une carte. Il y a des leaders qui peuvent dire bah non, toi t'as 3 PV de plus, mais quand tu te fais toucher, tu pioches pas ta carte, elle est défaussée. Ce genre de truc. Bon, là du coup c'est feel bad, mais c'est un choix. T'as plus de PV quoi. Le skill dans ta page, c'est que ça pousse à se faire TP dans DB. Bah dans DB, c'est encore plus que ça parce que t'as l'éveil, donc tu veux perdre tes PV. One Piece, il y a des stratégies où tu veux perdre tes PV, d'autres non. Globalement, tu veux quand même perdre un peu de PV pour piocher des cartes, mais c'est rare de s'infliger des blessures dans One Piece si t'as pas une synergie avec. C'est plutôt il va m'attaquer, je vais prendre mes PV et let's go quoi. T'as des joueurs qui vont se laisser hit, c'est pas intuitif je trouve. Bah, c'est pas intuitif, mais en fait ça fait partie du gameplay normal du jeu. C'est un peu comme ne pas lander à Magic, c'est pas intuitif. Mais des fois, faut pas lander parce que tu dois garder ta carte en main pour ne pas te la faire défausser. Tu dois garder une carte en main pour bluffer. Et ça fait partie du système de jeu, tu vois. Tu veux lander tous les tours jusqu'à ce que. Donc c'est pour ça, c'est. Je me souviens pas que c'est gênant, quoi. C'est très RP avec l'histoire des mangas, en fait, One Piece et DB. Ouais, carrément. Ah bah c'est shonen, hein. Snowball, c'est non. Donc c'est rien au rattrapage. Je dirais rien. En fait, c'est plutôt système de victoire. Si c'est des PV que tu pioches, bah forcément c'est rattrapage, sinon rien quoi. Durée idéale d'une partie. Oh, on arrive au bout là du formulaire. Oh, c'est allé assez vite en vrai. Durée idéale d'une partie. Alors on prend une partie complète, je suppose. Parce qu'après, je vois qu'il y a la question du BO. Donc je dis combien de temps devrait durer le match au total. Il y a des games plus ou moins longues. Donc partie, on va dire que c'est un match compétitif. Donc par exemple, si je vais choisir BO3, je choisis... comment dire je choisis la durée du BO3 quoi. Combien de temps entre la poignée de main du début et la poignée de main de fin exact. Non partie égale BO1. Bah du coup ah oui parce que 45 minutes. Eh ouais Magic une partie techniquement je pense que la game tu t'échanges des ressources c'est entre 15 et 20 minutes je dirais. Si c'est une manche et que tu fais du BO3. Ouais. C'est quand même cool de réfléchir à des games et d'avoir une profondeur. Donc je dirais 20 minutes. 20 minutes et jusqu'à 1 heure pour le BO3 du coup. Flash c'est 45 minutes BO1, c'est pour ça qu'il a mis. Ah ok d'accord. Combien de manches dans un match compétitif? Un BO c'est un best of X, X étant le nombre de manches qu'il faut jouer pour déterminer un vainqueur. C'est un BO3 par exemple, on cherche le meilleur sur 3 parties, il suffit donc d'en remporter 2 pour gagner. Alors BO2 de l'Orcana c'est nul à chier, donc non. Par contre, il y a un format mais qui nécessite un setup particulier que je trouve sympa dans le BO2, c'est de faire 2 matchs, mais il y a un différentiel qui va être compté dans les matchs. Mais ça marche plutôt dans les jeux qui te font jouer 2 decks, par exemple. Pas de TCG actuels qui font ça. Mais en gros, il y avait des jeux, je crois que c'était Netrunner qui te faisait jouer attaque et défense. Et tu faisais un BO2, un BO en attaque et un BO en défense. Enfin, un match en attaque, un match en défense. Et ensuite, en fonction de comment s'étaient passées les parties, il y avait un vainqueur. Si je dis n'importe quoi, arrêtez-moi, mais des gens m'avaient expliqué ça à l'époque. Du coup, je trouve ça cool. Le BO2 quand tu fais ça, mais quand c'est juste on fait 2 matchs et si on en gagne chacun un, c'est égalité, tant pis, c'est horrible. Donc je dirais BO3 ou BO1. BO1 quand t'es en tour partagé, c'est pas trop gênant, mais du coup, pas 20 minutes, je voudrais une partie longue qui dure entre 30 et 40 minutes. C'est très plaisant quand même de faire une seule game, mais je vais dire BO3 parce que let's go quoi. BO3, 20 minutes, 1 heure par ronde maximum. La decklist doit-elle être publique en tournoi? Alors ça
correspond pas forcément à ton TCG, mais bon. La plupart des tournois, les listes sont secrètes jusqu'aux phases finales. Pardonnez. Bonne ou mauvaise chose. Bah, à partir du moment où les decklists sont donnés à l'organisateur, c'est très dur d'avoir de la triche. Enfin, c'est très dur. C'est dangereux d'avoir de la triche, mais c'est possible. Et quand t'as la decklist publique, c'est impossible de tricher. En manipulant les cartes de ton deck. Hein. Évidemment, en piochant plus de cartes par tour que prévu. En faisant des shuffle tutor et autres, tu peux tricher. Mais... Quel est l'intérêt? Ça enlève la découverte, le côté stratégie à l'aveugle, parce que tu sais très bien ce qu'a ton adversaire. Pour du BO1, je trouve que avoir l'information sur en même temps, tu l'as déjà si t'es un leader. T'as un leader, donc tu sais, genre moi en duel commander, le mec s'assoit, me pose Feldon. Bah, il joue pas contrôle, quoi. Je sais ce qu'il fait, je sais. Je trouve que le leader est suffisant pour ne pas aller chercher d'informations. Donc je dirais privé. Enfin, public uniquement en phase finale, quoi. Parce que pour le coup, t'arrives à un niveau de compétition et un enjeu pour des phases finales qui est assez important. Donc c'est cool que ce soit public, histoire que justement t'aies la même connaissance que tes oppos. Le jeu doit-il utiliser une banlist ou bien la rotation d'un format standard? La banlist, c'est pouvoir jouer toutes les cartes du jeu dans son deck, à exception de celles qui ont été bannies par l'éditeur. Le format standard consiste à jouer uniquement les cartes des dernières extensions, favorisant l'arrivée des nouveaux joueurs. Hmm. Hmm. Il peut y avoir les deux. Hein. Il peut y avoir une banlist et un format standard. On part du principe que mon jeu parfait, il va durer longtemps. Et au bout d'un moment, c'est dur d'avoir des nouveaux joueurs parce que justement, tu as trop de cartes. Mais t'es pas obligé de faire un format standard dès le début. Tu peux simplement faire un nouveau format au bout d'un moment, ce que va certainement faire l'Orcana. L'Orcana, par exemple, là, il y a 2 ans d'extension. On entre dans la 2e année d'extension, pardon. Je pense que quand on entrera dans la 4 ou 5e année, ils vont annoncer un format avec que les cartes récentes. Et un format où tu peux jouer toutes les cartes depuis le début. Il faut voir sur lequel ils mettent l'accent. Ou alors ils font des sets de reprint. Ils font moins de 7 par an avec un set de reprint pour que les gens qui arrivent dans le jeu puissent jouer au jeu. C'est toujours un peu frustrant. Tu peux aussi lisser ça comme ce que fait les card games Bandai en général, Yu-Gi-Oh! Avec un power creep. Si tu gères bien ton power creep, c'est mieux. Le mieux, c'est de faire le nouveau deck qui est fort, qui rentre dans la méta, et des ajouts pour les anciens decks. Et dans ce cas-là, t'as pas besoin de faire de format tout de suite. C'est trop banger pour les joueurs qui se lient avec un ou plusieurs decks. Ouais, bah si ton deck n'est pas ban et que tu peux le jouer toute ta vie, c'est trop bien. Donc moi, je dirais plutôt banlist et pas de format rotatif. Mais le format rotatif, pour moi, il est obligatoire au bout d'un moment. T'es obligé, en fait, sinon les gens, ils disent, bah je me mets pas à jouer à ton jeu. Et du coup, tu fais beaucoup moins d'acquisitions. Et si t'as une rétention qui est pas suffisante, et ben t'as de moins en moins de joueurs et au bout d'un moment t'as de moins en moins d'events. Les gens, quand il n'y a pas assez d'events près de chez eux, ils arrêtent et du coup ton jeu meurt. Sauf s'il a une version numérique qui permet de subsister. Mais ça c'est autre chose. Donc ouais, pour moi c'est banlist et au bout d'un moment tu mets un format qui te permet d'utiliser tes cartes différemment, quoi. Typiquement, si t'as un format où il ne faut pas récupérer beaucoup de cartes, c'est cool. Et ton vrai format, c'est le format où tu joues à tout. Enfin, ton vrai format, ton format le plus compétitif. Ce qui fait que les gens, ils se mettent au jeu. Par exemple, je prends l'Orcana. Ils se mettent au jeu, ils achètent le chapitre 5 et 6, là. Et il y a un format où tu peux jouer que le chapitre 5 et 6. Et du coup, bah voilà, il y a une petite méta et tout. T'as besoin d'acheter que les cartes qui viennent de sortir, c'est bien, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. Le prix d'un deck est toujours à peu près le même, mais t'as moins de cartes à récupérer, moins de cartes à connaître. Et une fois que tu y es, tu dis, ok, bon, il y a combien d'extensions? Il y en a 4 de plus. Ok, est-ce que le deck que je joue actuellement, il est jouable dans le format avec toutes les extensions? Non. Mais il y a 15-20 cartes que je joue qui sont jouables dans d'autres decks, donc je regarde, ok. Et en fait, c'est comme si tu achetais un nouveau deck, quoi. C'est trop dur à faire, je me demande si un système de patch des cartes trop fortes serait pas mal. Bah, numérique, oui, c'est facile de faire ça, mais papier, c'est trop dur, quoi. Et dernière question du quiz, licence ou pas, tu préfères jouer avec des super-héros Marvel ou bien dans un univers totalement nouveau? Pour le coup, j'ai pas de préférence, mais ma préférence, c'est que s'il y a une licence,
Si la licence me parle pas, ça va me donner moins envie de jouer. Si la licence me parle, ça me donner plus envie de jouer, et après je vais voir le gameplay. Non, pas toi Siri. Si par contre, il n'y a pas de licence, enfin, c'est une licence nouvelle, on va dire, c'est pas une licence qui existe déjà, je vais arriver avec zéro a priori. Donc il y a des trucs qui vont m'attirer, par exemple Sorcery, des trucs qui vont moins m'attirer, par exemple Flesh and Blood, ou Altered, techniquement, même si ça ressemble un petit peu, il y a une vibe LOL qui me plaît, mais l'univers, comme ça, je joue pas Altered parce que l'univers me plaît. Je joue Altered parce que le jeu est un banger. Euh, et du coup, je vais arriver avec zéro a priori et ça va pas me freiner. Star Wars, typiquement, j'arrive avec un a priori et ça me freine un peu. Le jeu, j'y ai joué un petit peu, je le trouve excellent. S'il y avait une communauté un petit peu plus développée à Toulon, ben, j'y aurais plus facilement joué si c'était pas Star Wars, je pense. Si c'était une licence qui me plaisait plus ou pas une licence. Si par contre, j'adorais Star Wars, je pense que je jouerais à Star Wars. Quand bien même mon avis sur le gameplay reste le même, qu'il est bon du coup. Donc je dirais que je préférais qu'il n'y ait pas de licence. Et de créer un truc. En plus que ta licence te limite. Donc par exemple One Piece, c'est une licence qui aura une fin au bout d'un moment, même si tu peux faire énormément de trucs dérivés. Quand le manga va finir, dans les 5 ans qui arrivent, je pense, 5-6 ans, le TCG va pas se finir dans 5-6 ans. Il va continuer. Si Bandai fait pas de la merde, juste avec les cartes qu'ils peuvent imprimer, ils peuvent continuer à faire le TCG One Piece encore 5 ans facile après. Ce qui fait que le jeu aura duré 2, 6, 8, il aura duré plus de 10 ans, même si après il s'essouffle, c'est banger quoi. Pokémon, pareil, il y a tout le temps des nouveaux Pokémon, il y a de la nouveauté, c'est un peu infini. Et puis de toute façon, hors Japon, les gens achètent que les premières générations. Donc ils ont beau en faire des nouvelles qui sont super, les gens s'en foutent. Quand t'as pas de licence, tu peux tout explorer. Moi j'ai déjà des idées de licence pour un jeu par exemple, enfin des idées d'univers pour un jeu, qui me permet de créer plein de trucs en design et qui est pas spécialement. Enfin, je l'ai pas pensé pour être attirante ou quoi, mais je l'ai pensé pour pouvoir justement m'en servir à l'infini quoi. Ça évite les difficultés d'accès à cause des fans de licence collectionnent. Euh, ouais, après bon, t'as quand même envie que ton jeu soit bangers quoi. Si moi, imaginons, je design un TCG et une licence serait intéressée pour mettre sa licence dessus, si c'est une licence que je peux renouveler beaucoup de fois, je dis oui parce que en fait ça va faire ton jeu forcément un succès grâce à la licence. Enfin, succès qui va pas forcément durer, hein, mais qui va au moins exister. Si par contre la licence est limitante, je ne veux pas. Euh, et si j'ai totalement le choix et que le jeu serait bangers, je mets pas de licence comme ça, je suis libre de tout quoi. Faut que le jeu devienne ta licence, exactement, exactement, Weasley. Ben voilà, je vais m'envoyer une copie des réponses. Petit récap du coup. Euh, Au début, alors honnêtement, j'ai arrêté de faire le tableau, mais là actuellement, quand je me suis arrêté, je peux vous dire que Magic avait 2 points. Le commandeur de Magic avait 5 points. Lorcana en avait 5, Yu-Gi-Oh en avait 4, Altern en avait 4, Fab en avait 3, Pokémon en avait 2, DBZ en avait 7, Hearthstone en avait 4, Mindbug en avait 3, Marvel Snap 1, et en même temps, c'est un jeu tellement à part qu'il n'y a aucun des trucs qui compte que dans Marvel Snap, dans les autres TCG. Star Wars en avait 4, 5, 6, Runeterra en avait 2, One Piece en avait 8, Rise en avait 4, et les autres jeux, bah, ils avaient 0 points, mais parce que je les connais pas, quoi. Donc, gagnant au début avec les premières questions, ce serait One Piece pour moi, et en même temps, franchement, ça me donne un plaisir de jeu. Ça ne coche pas toutes les cases que j'ai cochées ici, mais ça me donne un plaisir de jeu qui est vraiment très cool, et je trouve que le jeu est banger, c'est une de leurs plus belles réussites à Bandai pour moi, One Piece, même si je ne dirais pas que c'est le meilleur jeu. Ouais, je vous ai montré mon adresse mail YouTube, hein, si vous voulez m'envoyer des mails, allez-y. Nombre de cartes minimum dans un deck, donc je fais un récap hein, pour ceux qui sont arrivés entre temps ou pour ceux qui ont passé, qui voulaient juste voir la fin. 50 cartes pour moi, avec 3 exemplaires de chaque carte, même si je suis pas totalement fermé là-dessus. Je trouve que 50 c'est une bonne taille de deck et que 3 exemplaires ça permet de faire des trucs suffisamment réguliers et en même temps des trucs assez. Comment dire, enfin pas assez aléatoires, mais pas trop redondants non plus, quoi.
qu'une petite part d'aléatoire. Merci beaucoup Thibaut pour le raid. Je suis en train de récap justement mon TCG parfait. Donc vous tombez à pic. Limite de couleurs, je trouve que limiter à 2 couleurs, c'est bien. 2 ou moins, hein. Vous pouvez jouer aussi monocolore dans certains jeux, comme One Piece, hein, qui peut jouer monocolore. De ne pas limiter, c'est cool, mais ça demande à la R&D de faire attention parce que sinon, tu prends juste les meilleures cartes de chaque couleur et t'en fous. Faut forcément qu'il y ait une contrainte en fait quelque part. Si c'est pas une contrainte de couleur ou de classe, ça me gêne pas, mais je dis 2 couleurs. Pour moi, la réponse c'est il faut qu'il y ait une limitation à 2 quelque chose, quoi. Utilisation d'un side deck, non. Je trouve que d'avoir le deck complet sans rien d'autre à côté pour jouer, ne pas d'adaptation, que du coup tu as un deck adapté au méta en fait. C'est le but des TCG, hein, de s'adapter au méta pour le battre. Je trouve que c'est très bien. Extra deck, oui. Et quand je disais extra deck, je parlais de certaines cartes. Par exemple, pour finir ta combo ou quoi, qui ne seront pas dans ton deck, qui te parasitent le deck, mais que tu auras à côté pour justement matérialiser que tu as fini ta combo. Ou alors les jetons à Magic, ça devrait faire partie de l'extra deck et être obligatoire pour que la lisibilité du board soit cool. Et en plus, ça te permet de faire... Enfin, tu les rends accessibles évidemment, tes jetons et tout. Hein, donc c'est facile d'en avoir. Tu les procurer. Si tu les as pas, c'est pas très grave, mais c'est quand même fortement recommandé de les avoir pour la lisibilité, etc. Et en plus, du coup, tu peux pimp. Tu peux pimper tes petits tokens, tu peux pimper ton extra deck ou quoi, c'est trop bien. C'est trop bien. Faut-il des accessoires pour jouer? Pas d'accessoires du tout, même si quelques accessoires pour la lisibilité, je conçois que ce soit pas trop demandant, comme des petits dés typiquement, mais il faut pas que, par exemple, quand tu joues Fée Clochette à l'Orcana, tu mets un dégât à toutes tes créatures adverses, et ben faut mettre un dé sur toutes tes créatures adverses. Et ça, c'est chiant. Alors qu'un petit dé de par-ci par-là, je considère que c'est pas beaucoup d'accessoires, quoi. Donc ça va. Par exemple, à One Piece, il y en a beaucoup qui mettent un dé sur leur PV pour montrer à combien ils en sont, combien même c'est visible, mais c'est plus agréable. Et ça, je trouve que c'est bien. Parce que c'est pas obligatoire, mais tout ce que tu peux faire pour rendre le board plus lisible pour toi et ton adversaire, sont le bienvenu. Nombre de raretés uniquement pour l'obtention des cartes, pas pour les skins. J'ai choisi 3 comme altered. Je trouve que c'est très bien. Ils ont rare, ils ont commune rare unique. Moi, je ferais un système style commune rare, super rare. Et j'aurais des raretés pour les skins. Mais que pour des skins. Et 3, ça suffit amplement. La rareté impacte-t-elle le deck building? Non. Je pense que c'est mieux de pouvoir jouer ce que tu veux. Et que ce soit au design, du coup, qu'on décide que y a des communes qui sont très bien, donc on va jouer ces communes-là dans les decks, et pas juste je suis obligé de jouer tant de communes, tant de rares et tout. Quand même, j'adore sur Altered et je trouve que ça marche très bien à ce jeu-là. C'est vraiment un cas particulier Altered qui a édité des communes, des rares et des uniques qui sont identiques. Enfin, leurs effets diffèrent, mais genre de base, la 2-2 pour 3 qui fait piocher une carte, et ben en rare, elle fait pas défausser l'adversaire. Elle est 3-3 pour 2. Elle est 3-3 pour 3 au lieu d'être 2-2 pour 3 et elle fait quand même piocher une carte, quoi. Donc c'est pour ça que c'est moins gênant de forcer des raretés dans Altered, puisque si tu joues pas la rare comme ça mais que tu as besoin de la carte, tu la joues en commune. Jouer un leader ou pas? Oui, parce que c'est trop plaisant, on s'attache, c'est trop cool, bangers. Mulligan autorisé ou pas? Oui, parce que c'est trop contraignant sinon deck building et ça évite les non-games. Mulligan gratuit, donc qui ne te coûte pas de carte et qui ne donne pas de carte à l'adversaire. Mais mulligan total, tu gardes ta main ou tu la gardes pas une seule fois. Si elle est bien, tu la gardes. Si elle est pas bien, tu mulligan et t'espères que c'est une bonne main, sinon t'es bloqué avec. Ça peut être un peu feel bad, et en même temps, couplé au système de ressources que j'ai choisi plus tard, ça marche. Mulligan remélanger ou nouvelle carte? Remélanger ou nouvelle carte, en vrai, peut-être que nouvelle carte, vu que c'est total, c'est mieux. Mais ça peut donner des patterns un peu étranges. Donc remélanger, je trouve que c'est plus simple, quoi, et c'est plus dynamique. Combien de mana au début de la partie? Ça, pour le coup, j'ai mis 3 pour qu'on commence tout de suite à jouer, mais comme je le disais, ça dépend de vos cartes. Si vos cartes fortes, elles coûtent 1, en fait, avec un mana, ça suffit pour commencer à faire des trucs. Et la montée en puissance, ça ne dépend que si vous continuez à jouer des manas ou pas. J'ai mis 3 juste parce que j'aime bien Altered et que ça fonctionne bien. Tour partagé ou tour joueur par joueur? Tour partagé. Un tour. Enfin, une action. Je trouve ça beaucoup plus dynamique et sympa. Même si chacun son tour, ça marche très bien aussi, hein, évidemment. Phase principale libre ou séquencée par des sous-phases. Phase optionnelle, je trouve que c'est le mieux. Donc tu fais un peu ce que tu veux dans ton tour. Mais il y a des phases à respecter, style quand j'attaque avec une carte, c'est ce moment-là pour jouer telle carte. Donc +3/+3 à ma bête, je peux le jouer que si j'ai attaqué avec ma bête. Je peux pas le jouer avant, je peux pas le jouer après.
ce qui nécessite de réfléchir un peu, mais ce qui cadre un tour et ce qui le rend plus lisible au final. Besoin de ressources, oui. J'ai pas envie de faire des trucs où tout est gratuit. Ressources dans le deck, les ressources doivent être dans le deck ou dans une zone à part. Pour simplifier et ne pas avoir de trucs à côté, je vais dire les ressources sont dans le deck. Est-ce que les cartes de ressources sont des cartes spécifiques ou sont n'importe quelle carte? Je préfère que ce soit n'importe quelle carte. Ressources permanentes, est-ce qu'elles restent ou est-ce qu'elles partent? Donc Flesh and Blood, on les défausse. Tous les autres jeux, on les garde, donc je vais dire qu'on les garde. Enfin, donc, je préfère ça. Pioche ou refill, piocher une seule carte et pas deux, parce que refill, ça enlève la notion, en grande partie, de card advantage que j'aime beaucoup. Et piocher deux cartes, c'est très cool et les parties sont dynamiques, mais ça complique aussi un petit peu plus les choix et ça invalide les cartes qui font piocher d'autres cartes parce que tu en pioches deux au début du tour, donc c'est moins bien d'en piocher qu'une ou plus. Donc je pioche qu'une carte. Peut-on tuto les cartes dans le deck? Oui, mais que sur le dessus, on va dire, parce que sinon c'est un peu déconné. Ça fait des trucs trop redondants, trop forts. En fait, faut trop limiter le tuto et du coup, c'est pas intéressant. Coût des cartes, est-ce que ça coûte 0 ou 1? Donc c'est-à-dire que c'est gratuit ou qu'on peut en jouer qu'une par tour potentiellement. Est-ce que ça coûte de plus en plus cher? Est-ce que c'est toujours le même coût, mais que tu es limité en ressources que dans Flesh and Blood? Moi, je trouve que croissant, c'est plus sympa parce que tu as de plus en plus de trucs qui arrivent dans la partie, mais avec un départ quand même un peu canon, un peu costaud. Nombre de créatures par tour illimité. Quasiment tous les jeux utilisent ça. Nombre de cartes sur le terrain limité, oui, ça évite d'avoir des bords trop larges, illisibles. L'emplacement a un impact ou pas? Non, parce que je trouve ça plus agréable de pouvoir mettre ces cartes où est-ce qu'on veut, de pouvoir les déplacer, pouvoir les prendre en main, les reposer, etc. C'est plus cool. Les créatures sont-elles permanentes? Elles restent, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elles soient détruites, exilées, etc. Ou elles dégagent à la fin du tour. Oui, elles sont permanentes, parce qu'on s'y attache, on aime voir nos créatures et on aime les voir durer. Les cartes ont-elles un mal d'invocation? Non. Je trouve que les cartes qui peuvent être utilisées tout de suite sont beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus intéressantes, quitte à contrario des cartes qui d'habitude ont le mal d'invocation et certaines ont la célérité et peuvent attaquer tout de suite. Je trouve ça plus intéressant qu'elles aient toute la célérité et certaines ne l'ont pas. Certaines, il y a fatigue et du coup elles ne peuvent pas attaquer ou faire leur capacité tout de suite. Ça permet de mettre ses effets sur des cartes plus fortes plutôt que de mettre la célérité sur des cartes moins fortes. Parce qu'une 3-3 pour 3, célérité, c'est plus fort qu'une 3-3 pour 3. Donc, pour 3 mana, s'il n'y a aucune autre stat, pour 3 mana, ça peut plutôt être une 2-2 ou une 3-2 célérité, donc avec moins de stats. Alors que c'est plus sympa de faire une 3-3 célérité pour 3 de base, et tu peux faire une 4-4 pour 3, mais qui n'a pas la célérité. Vous voyez? Ça revient un peu, vous allez dire, du pareil au même, mais pour le dynamisme de la partie, c'est pas du tout pareil, et pour le feeling de jeu, je trouve que c'est plus cool de jouer une carte un peu balourd, genre carré, ça la peut pas attaquer, mais elle est costaud, plutôt que de jouer des cartes plus faibles qui peuvent attaquer tout de suite. Attaque ciblée ou par défaut, c'est-à-dire on attaque et c'est l'adversaire qui dit s'il bloque ou pas. Ou alors on peut attaquer ce qu'on veut avec nos bêtes, à quelques exceptions près. Attaquer ce qu'on veut, c'est quand même plus sympa. Attaque libre ou conditionnée, on peut attaquer n'importe quoi, ou alors on doit attaquer que des cartes dans une certaine posture, certaines conditions. Limité par des conditions, ça permet d'avoir des cartes qui restent plus longtemps sur le board, surtout si on a une stratégie avec ces cartes-là, ce qui est mieux, je trouve. Réaction pendant le tour de l'adversaire. Est-ce qu'on peut jouer des cartes sans attendre notre tour? Oui, mais avec parcimonie. Et justement, type de réaction, j'ai précisé, plutôt piège à la Hearthstone ou à la Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire on peut activer des cartes que quand l'adversaire fait certains trucs spécifiques. Sinon, comme on a un tour partagé, c'est un peu déconné. Déclenchement des effets, donc Hearth se déclenche les effets. Ça, justement, comme j'ai très peu d'effets, très peu de réactions, j'ai mis la pile à Magic parce que c'est ce qui est le plus simple, je trouve. Tout rentre et on résout le dernier entré en premier, donc le plus récent. Mais dans le jeu que j'ai designé, là, il y a très peu d'effets qui vont rentrer en pile en même temps, les uns sur les autres, donc c'est pas gênant. Marquage des blessures, si possible pas de blessures, c'est plus simple, ça fait moins de trucs à traquer et tout. Quel but du jeu? De gagner en enlevant les PV adverses ou de gagner suffisamment de points de victoire? C'est un peu du pareil au même, mais j'ai préféré PV parce que ça permet des trucs un peu plus sympas, quoi. C'est plus sympa en fait de regagner des PV plutôt que de faire perdre des points de victoire à l'adversaire. Quand on a des points de victoire, c'est pas cool d'en enlever à l'adversaire, alors que quand le but c'est d'en enlever avec les PV, d'en gagner, c'est beaucoup moins frustrant, quoi. Un système de récompense, ça permet en fait de gagner des cartes quand on fait quelque chose. Donc soit quand on est devant et qu'on tue un truc adverse à la Pokémon, on gagne une carte. Soit quand on se fait péter la gueule, on en pioche pour rééquilibrer. Soit rien. Je préférerais rien, mais le rattrapage de Dragon Ball et One Piece ne me gêne pas. Je le trouve assez cool dans l'idée.
Durée idéale d'une partie, donc c'est une manche d'une partie. Si c'est du BO1, bah, c'est une seule partie de 20 minutes. Si c'est du BO3, c'est 3 parties de 20 minutes. Et vu qu'après, je choisis BO3 pour justement jouer plusieurs games et rattraper peut-être les games un peu moins intéressantes, 20 minutes. Si c'était du BO1, je choisirais du 30 à 40 minutes. Pour du BO3, du 15 à 20 minutes, c'est cool, sachant que des fois, tu fais quand même que 2 games. Donc tes rondes, elles peuvent être assez courtes. La decklist doit être publique en tournoi, ça a un peu rien à voir avec le TCG, mais j'ai dit public uniquement en phase finale. Comme ça, il y a un petit peu de surprise. Et vu qu'il y a un leader dans mon jeu, tu as déjà l'information de ce que va faire l'adversaire. Tu sais pas exactement ce qu'il joue. Moi, à Magic, je vois un commandant. Je pense que en tête, j'ai 70 à 80% des cartes que joue mon adversaire. Dès que je le vois. C'est de l'habitude, certes, mais du coup, j'ai pas besoin d'avoir sa decklist parce que j'ai une grande partie. Et les petites cartes que je suis pas sûr ou quoi, bah c'est le jus du TCG, c'est la surprise. Le jeu doit utiliser une banlist ou bien la rotation en format standard. Pour moi, ça doit avoir une banlist et ça aura un format de rotation une fois qu'il y a suffisamment de cartes pour avoir plusieurs formats. Mais au début, bah, tu utilises une banlist. Et en fait, c'est obligatoire d'avoir une banlist parce qu'il y a forcément des couacs ou des trucs que tu n'as pas prévus et du coup, c'est bien de pouvoir renouveler un peu ton format. Si tu peux renouveler ton format uniquement avec la banlist, c'est encore mieux, mais ça nécessite souvent aux gens qui arrivent au bout de certaines années d'expérience, au bout de certaines années de vie de ton jeu, de récupérer beaucoup de cartes. Et du coup, c'est pour ça que les formats standards, donc avec moins de cartes, sont plus agréables. Et licence ou pas, je préfère pas de licence, comme ça j'ai pas d'a priori sur un jeu. Et une licence, bah, je préfère une licence quand elle est cool et qu'elle me plaît. Mais il y a des licences qui me plaisent moins, comme Star Wars, j'en parlais tout à l'heure. Je m'en fous un petit peu, donc pour le coup, ça ne m'attire pas dans le jeu, quoi. Voire ça pourrait me repousser certaines licences que je n'aimerais pas. Donc un petit peu dommage. Typiquement, l'Orcana pour Disney, il y a des films Disney que j'adore et d'autres, j'en ai vraiment rien à foutre. Donc un jeu Disney au global, juste l'idée de base, ça m'attire pas spécialement. Il se trouve que le gameplay de l'Orcana est excellent. Du coup, je suis resté et j'ai goûté avec plaisir et j'y reste et c'est trop bien. Et maintenant, bah, quand il y a des licences internes à Disney qui sortent dans l'Orcana et que j'aime, bah, je suis très content. Mais pour le coup, il y avait de belles chances que ça me rebute plus que ça ne m'attire l'Orcana, juste avec la licence. Voilà, bah, c'est tout. Donc mon TCG ressemblerait pas mal à One Piece Card Game, avec des petits trucs d'alterd saupoudrés par-ci par-là. Grosso modo, c'est ça ce serait ça la réponse, quoi. Intéressant. Magic a très peu pris de points. Je ne sais pas si le questionnaire n'est pas orienté euh, avec les nouveaux TCG ou si c'est moi qui ai orienté avec les nouveaux TCG, mais c'est cool comme exercice et ça donne envie de build le TCG parfait en fait. À deux doigts. J'ai déjà des idées, mais il manque que du temps. Donc si là, je débloque du temps instantanément, je me mets à bosser de suite dessus. Ah, j'y vais là. En plus, on a déjà parlé avec Val de comment on se répartit les tâches ça, sur le TCG. L'organisation elle est en place, il n'y a plus qu'à y aller. Il n'y a plus qu'à faire un jeu. Et c'est la partie la plus simple, faire un jeu. Pas du tout. Ok. Bah cool. Du coup, il y a le formulaire qui est accessible que je peux vous partager. Je vous le mettrai en description directement YouTube. N'hésitez pas à le faire et à me dire, vous, si vous êtes plus ou moins éloigné de moi et si, par rapport à mon argumentaire, ce que vous en pensez, si vous avez des contre-arguments ou ce qui vous plaît. Le but n'est pas spécialement de me faire changer d'avis, puisque c'est mon avis et mes goûts. Donc ça va être dur de me les faire changer, mais c'est intéressant d'avoir les vôtres. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire. Je vous laisse là. Twitch, ne partez pas, je vais rester un petit peu parler avec vous. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt YouTube et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde.